Bonsoir. Salut à tous, on se retrouve sur le podcast Relentless numéro 41. On va parler aujourd'hui de prendre un début, de comment on construirait un débutant en partant de zéro. Et fidèlement à ce dont on avait discuté avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose déjà d'aborder ce que vous auriez fait différemment sur vos débuts, chacun personnellement. Ça en fait un petit tour Sur, on fait un petit tour de sur table. nos débuts en tant qu'athlète ou en tant qu'électricien, chauffagiste, tout ça? Non, en tant qu'athlète. En tant qu'athlète, ok. Ben, je vais peut-être commencer Moi, parce moi, qu'Adrien, pour vu que ma... t'es vieux, Ouais, vas-y, ça va remonter plus loin. Tu vas peut-être enculé, vas-y. avoir du mal à te souvenir. Alors, Ça commence bien. ouais, ça commence fort. Ben, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on se fait quand même un petit peu vieux et que ça fait un peu de temps qu'on s'entraîne, ça nous donne beaucoup de recul sur nos propres débuts en tant qu'athlète. Et moi, je sais que ce qui m'a fait du tort pendant les premières années avant que tu commences à me coacher, Flo, c'est que je m'entraînais trop dur, trop vite. C'est-à-dire que j'avais des débuts de cycle qui étaient déjà très difficiles et du coup, arriver vivant à la fin d'un cycle d'entraînement, c'était déjà un exploit en soi. Et si je prends l'exemple, en fait, je pense que l'exemple le plus parlant pour moi, c'est le développé couché. Et je pense qu'avant que tu me coaches, j'ai jamais réussi à terminer un cycle sans me blesser au bench. Mm. Parce que j'avais déjà en fait, pour donner du contexte, je me suis déchiré le pec, mais genre vraie déchirure, hein. Le pec gauche sur genre 3 cm et demi quand j'avais même pas 20 ans, à l'époque du rugby. Mais c'est un machin que j'ai traîné pendant un moment, genre bien 4 ans, et qui m'emmerde encore de manière récurrente à l'heure actuelle. Et en fait, la fibrose liée à la déchirure m'a empêché de m'entraîner à 100% pendant les 3 4 premières années de ma carrière en force athlétique. Et sur le développé couché, en fait, dès que je me sentais bien, que j'avais des inflammations qui baissaient, que j'étais pas gêné, je poussais, je faisais des gros progrès. Et en fait, au bout d'un mois et demi, boum, je crachais parce que je me réinflammais la zone. Et voilà. Et du coup, je tolérais pas grand-chose. Et donc, ça s'est aussi répercuté sur le squat et sur le deadlift, mais de manière, enfin, de manière un peu amoindrie. Mais je pense que moi, le gros problème que j'avais, c'était que je commençais trop fort avec des curseurs Ok. trop hauts au niveau du volume, surtout. Moi, Ok. c'est le volume qui me cassait la gueule, surtout plus que l'intensité. C'est ce que j'allais te demander Ouais. justement. À quoi t'attribuais ça? Est-ce que c'était un surplus de volume ou tu allais chercher des intensités trop élevées, quoi? Bah, tu vois, là, quand tu nous as proposé ce sujet-là, j'ai un petit peu regardé les procs que j'avais avant que tu me coaches. Et ouais, c'était trop. Et juste trop. Alors, tu voyais, j'avais peut-être, je sais pas, 16 17 séries de squat, une vingtaine de séries de bench dans la semaine. Deadlift, j'en faisais beaucoup moins, mais à l'époque, on était un petit peu sur une ambiance où on n'aimait pas faire plus de un deadlift par semaine. C'était un petit peu dogmatique, mais c'est comme ça qu'on le vivait. Et ouais, c'est le volume. Les séries n'étaient pas forcément sur des pourcentages élevés, ou trop élevés, mais juste il y en avait trop. Et là Ouais. où je me suis rendu compte aussi, depuis quelques années, s'il y a un truc que je sais bien faire, personnellement, c'est programmer des variations. Et que ce soit des variations très limitantes ou pas. Et je sais bien les corréler à l'intensité. Enfin, en gros, avec le template que tu avais fait, j'ai bien su l'utiliser et diminuer le poids des variations corrélativement à la difficulté qu'elles induisent. Et moi, sur mon entraînement à l'époque, ben, quand je me programmais une variation, je me marbrais en fait trop au niveau du pourcentage absolu, malgré la difficulté que la variation pouvait induire. Donc voilà, c'était un petit peu deux trucs, c'est que je périodisais mal l'intensité en fonction des mouvements, ou je polarisais mal en fonction des mouvements, et je me foutais trop de volume de manière générale, le volume, du junk volume qui servait à rien. J'imagine que tu as suivi des programmes génériques. Tu suivais quoi comme programme? Alors, le seul programme qui a vraiment marché, enfin qui a vraiment marché en fait, sur lequel j'étais devenu structurellement assez résilient et assez costaud pour le tenir jusqu'au bout, c'était le Extended Russian Routine, qui en fait est, je trouve, un truc qui est bien fait, en vrai de vrai. Et il y a certains éléments structurels de ce truc-là que je garde encore à l'heure actuelle dans mes progs, notamment sur un bloc d'intro, le fait d'augmenter le volume de semaine en semaine, de rajouter une rep par série de semaine en semaine, c'est un truc que je fais assez fréquemment et qui avait lieu dans ce programme-là.
Et sinon, les trucs qui n'ont pas du tout marché, c'était pour le coup Small Off, etc. Bon, j'ai jamais tenu plus de 3 semaines, 4 semaines maximum. Et qui avait pas du tout marché, mais à l'extrême inverse, c'était la template The Cube de Brandon Lilly, où pour le coup, en fait, je pense que c'était vraiment pas assez et j'avais pas du tout progressé à cette époque-là. Vraiment pas. Pendant les 3 mois où je l'avais fait, il s'était rien passé de spécial. Sur les assists, j'avais bien progressé, mais sur les mouvements de force, rien. Rien du tout. Je m'étais froissé l'adducteur, moi, sur ce. Ouais, Moi, je je reviendrai sais. après dessus, sur le Parce qu'il y cube. avait des variations, il y avait des variations de vrais cons aussi dans le cube, dans la template. Ouais, puis tu pouvais, Mais bon. enfin, tu pouvais faire un peu n'importe quoi dessus. Enfin, tu Oui. pouvais Oui, il y oui. avait une certaine marge de manœuvre. Ouais. Et, moi, je l'avais programmé un peu n'importe comment, Ben voilà. ce truc-là. T'as fait le tour là sur ce que t'aurais fait, Oui, 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 ce que moi, t'aurais enfin fait. voilà, Ok. c'était vraiment d'arriver à faire la part des choses sur le volume qui est inutile et le volume qui sert à quelque chose, et de pas me tuer sur les variations qui te mettent posturellement en difficulté, je dirais. Voilà. Ok. Toi, Adrien, du coup, t'aurais fait quoi de. Bah, moi, j'ai commencé avec des programmes à la Starting Strength, donc du 5x5. Pour le coup, il y Mhm. avait. Pour le coup, je pense que pour un vrai débutant, les conseils qu'ils te donnent, ils tiennent plutôt la route. Ouais. Même si après, tu peux remettre en question ce que dit l'auteur, enfin, en l'occurrence, Marc Crypto. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit, mais pour un vrai débutant qui commence et qui connaît rien, moi, j'ai le bouquin encore dans ma bibliothèque. C'est quand même un bouquin qui, à l'époque, parce qu'il y avait sur Internet, il faut dire ce Il y qui a- était. Moi, quand j'ai commencé, il y avait que dalle. Et il te donnait des bases techniques qui étaient relativement solides sur les 3 mouvements et une méthode d'entraînement qui, pour un vrai débutant, tenait la route avec un départ, avec une base minimaliste, une fréquence en fait relativement haute, mais étant donné que tu démarrais à une intensité zéro, donc barre à vide, en fait, tu te faisais démarrer barre. Enfin, si vraiment tu sentais le truc, c'était vraiment barre à vide avec le plus petit incrément possible de semaine en semaine, bah, ça te permettait, pour un vrai débutant, d'avoir une base technique assez solide. Dans le sens où bah, tu crées des automatismes avec la répétition et que tu devais pas te cramer. Et en fait, j'étais parti là-dessus. Je pense que c'est un truc que j'aurais pu tenir plus longtemps. Mais moi, le gros défaut que j'ai eu, c'est que bah, une fois que j'ai commencé à faire ça, bah, j'avais envie de comprendre d'autres trucs. Donc, je suis allé voir sur des forums, sur des trucs. Et là, je sais plus combien je l'ai fait de temps, ce truc-là. Euh, Exactement, peut-être 6 mois, un an, un truc comme ça. Ce qui est déjà pas mal, je pense, pour un débutant de se tenir à un Ouais. truc pendant un certain temps. Mais à l'époque, il y avait rien en fait, donc j'ai aucun mérite. Mais voilà. Et du coup, bah après, il y a le 5.3.1 qui est sorti. Là, mon gros défaut sur le 5.3.1, c'est qu'en fait, c'est un peu comme toi sur le Cube, je pense. C'est que Wandler, quand il te dit de démarrer, alors je sais plus exactement le pourcentage de marge qu'il te dit de prendre, mais en gros, il prend une grosse marge de manœuvre pour que tu aies le temps de progresser. Et j'ai pas su mettre mon ego de côté. J'ai dit, ah, je vaux tant parce que Ça, j'avais calculé mon max en cinq ça fois va? cinq T'inquiète. tu vois, j'avais calculé mon max théorique en 5x5. Bonsoir. Et du coup, Super. enfin, j'attends qu'il finisse. Ouais. Ouais, c'est bon, vas-y. Vic, tu peux éviter de téléphoner derrière moi, s'il te plaît, pendant que je suis en train d'enregistrer. Eh oui, c'est pour ça, quoi. Et te barrer, en fait. Merci. C'est bon. Qu'est-ce que je disais? Ça, c'est mon Je problème. sais pas. Pour attacher les Quand t'as cerveaux. calculé ton max en 5.3.1, tu l'as calculé Voilà, trop donc bas. en fait, moi j'ai Tu disais. calculé un max théorique et même si au fond, même, enfin au fond de moi, je savais que c'était complètement con de mettre ça, bah, je me dis putain, je suis énorme, je vais mettre ça sur la Hmm. feuille. J'ai fait mon calcul et du coup, bah, en fait, tout de suite, ça m'a mis dedans, quoi. Et après, bah, du coup, Oui. du coup, j'avais ça plus l'influence à l'époque. Les grosses influences, c'était powerlifting équipé avec une intensité au-delà des charges. Je parle de l'intensité que les gens mettaient dans leur entraînement, qui était comment dire, quand tu voyais une Suicidaire. personne s'entraîner, voilà, suicidaire, si tu veux. Bon, en gros, ils envoyaient quoi. Et bah, rappelle-toi, le HCG, Florent, quand on se mettait des tartes dans la gueule, moi j'étais comme ça, H24, je me dis putain, il faut absolument que je fasse ça, tu vois. Et en fait, du coup, bah ça, les standards, j'en avais rien à foutre. J'en avais rien à branler des standards. Et puis, bah, mon but, c'était de mettre le plus lourd possible sur la barre, et coûte que coûte. Donc, j'avais aucun schéma de progression, rien du tout, de semaine en semaine. Il fallait juste que je bourre, quoi. Et alors, je me suis jamais blessé. J'ai eu des petits bobos, mais jamais des blessures.
Mais par contre, j'ai tourné dans le vide pendant un certain temps. Et même après, donc j'ai fait, moi, ce que je me rappelle, c'est ça. J'avais 5 x 5, 5-3-1. Après, j'ai vu West Side, j'ai lu le livre de Louis Simmons sur West Side, donc j'ai voulu tester West Side. Et là, grosse erreur, tu fais des max toutes les semaines. Donc, quand t'as 2 ans de pratique, c'est pas ce qu'il faut, enfin, à mon avis, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et après, le truc, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai enchaîné je me suis fait coacher par Josh Bryant à l'époque. Oui. Et en fait, Josh Bryant, c'est un mec que j'avais ressorti des programmes pour déconner, il m'a donné à Ouais, Josh l'époque. Bryant, en fait, son programme, c'est de t'assassiner, en fait, c'est ça, En fait, c'est ça, c'est globalement. ça. Alors, Ouais. j'avais en masse musculaire et tout, j'avais pris. Bon, après, je bouffais vraiment Mm. comme un porc, quoi. Je bouffais énormément. Enfin, à l'époque, c'était plus facile, on va dire. Je dormais énormément, je bouffais énormément, mais par contre, en termes de force pure, en fait, je suis devenu très bon en série. Et d'ailleurs, je pense que aujourd'hui, Ça vient de là. ça se voit encore. Mais en termes de Mm. force pure sur une single, euh, pas, enfin, c'est moins tranchant et voilà. Mais bon, après, mon objectif à l'époque, ce qu'il faut dire, c'est que j'étais pas du tout dans le milieu. Enfin, moi, à la base, ça m'intéressait pas forcément de faire de la compétition. Moi, je voulais m'arracher à l'entraînement, quoi. Et tout ce qui était high rep, etc., ça m'a toujours plu. Mm. Donc voilà. Et voilà, bon, si j'avais fait un truc différent, en fait, c'est tout simplement être plus patient et arrêter de sauter d'un programme à l'autre et amener aussi du standard. Beaucoup de standards Ouais. parce que bah, ça sert à rien de. En fait, moi, je voyais surtout le poids sur la barre ou sur la machine et je mettais la plaque en plus coûte que coûte en fait. Et j'ai encore des vidéos, d'ailleurs, on pourrait les ressortir où on se met des tartes dans la Oui. gueule avec où je fais des bench à 120 kilos avec le cul à 20 centimètres du vent. Ouais, vas-y, enculé, man! Et en fait, voilà, c'est rigolo. Bah, j'avais le même truc que toi, moi, au début, Adrien, où je voulais réussir des reps coûte que coûte et j'allais dégrader mon standard et ça m'a valu de développer pendant un moment des techniques absolument pourries et c'est un gros frein Mm. en termes de progression. En plus du fait de faire la girouette, moi, sur mes premières, enfin, il y a un moment où j'ai été assez statique sur ce que je suivais comme programme quand j'ai commencé la force, mais après, je me suis mis à faire la girouette et vraiment, je me souviens à l'époque même Maël, il se foutait de ma gueule. Il me disait putain, Je me il souviens m'appelait la aussi. girouette, tu vois, parce que je changeais de programme toutes les 4 semaines en fait. Ouais. Je testais un nouveau programme. Je faisais un nouveau programme et 4 semaines plus tard, j'en changeais et ça m'a grandement limité dans mon Mm. développement. Et je pense que si je devais faire les choses différemment, ce que je ferais, c'est que je me renseignerais dans le milieu de la force athlétique, que ce soit en France ou aux US, sur qui coach fait du bon travail en coaching. Et déjà, je prendrais un bon coach dès le départ, tu vois, si je voulais maximiser mon Ouais, mais développement et mon ça, potentiel. tu le dis aujourd'hui et que tu en gardes aujourd'hui, mais il y a 10 piges, j'en prenais pas de coach, quoi. Il y a personne qui était coaché, hein. Ouais, En mais vrai de vrai. Ouais. si je devais faire un truc dès le départ, Non, j'irais, bah, il y avait personne qui ouais. était développé en France, donc j'irais voir ce qui se Mm. faisait aux US et j'essaierais de Ouais, mais prendre un ouais, mec, tu tu vas voir ce qui se faisait aux US. Regarde, Adrien était chez Josh Bryant. Et Josh Bryant, Mais en fait, si t'étais pas dopé, tu allais te faire amputer au bout de 6 mois. En fait, ça n'a pas honnêtement, d'objet, tu vois. je regrette rien, Oui. mais c'est vrai que moi, en fait, je me rappelle, hein, quand je disais à des gonzes que j'étais coaché dans la salle au début, mais enfin, pourquoi, enfin, tu vois, ils Ouais. comprenaient pas. ah, Moi, ils qu'est-ce me que prenaient tu fous, ouais. pour un peu pour un taré. De toute façon, je gueulais comme un porc sur la machine et tout. Non, mais vraiment, c'est vrai. Mais Mais j'en avais rien à foutre, tu vois, je voulais juste défoncer. Mais en fait, c'est bien de mettre de l'intensité, mais il y a un juste milieu, quoi. Et la première fois que je t'ai vu dans la salle, t'avais ton galon d'eau, là, comme les Américains. ah ouais? Ah bah j'étais matrixé. T'avais J'étais ton matrixé. galon. Donc ça, c'était un truc d'Américain. Je me suis dit, c'était un vrai Américain. Ton carnet d'entraînement. Et je me souviens, tu faisais tes clusters au bench, entre tes clusters, tu te mettais des gifles comme ça Génial. C'est dans les génial. dents. Mais j'ai C'est encore les la vidéos, première j'ai encore fois, les... c'est la première fois que je t'ai vu à la salle. Bref. Excellent. Ça devait être exigé dans le programme de Josh Bryant, je pense. De se Et frapper je- entre les séries de bench. Ah, C'est pas contre Josh Bryant. Genre, c'est une icône, Josh Bryant. Hein, je suis pas ah dessus bah gratos, mais clairement, clairement. juste qu'en fait, il coach des gens qui sont aidés chimiquement et donc ils peuvent Ouais. encaisser ce qu'ils programment. Mais quand t'es naturel, c'est. Enfin, on en connaît quelques-uns des gars qui étaient coachés par Josh Bryant, ils ont vite pris feu. C'est pas un secret, quoi. Bah oui, oui. Ouais. Ouais. Après, en termes enfin, tout ce qui était le travail sur l'hypertrophie qu'il proposait, c'était quand même très intéressant. Moi, Mhm. j'avais pas le recul nécessaire. En fait, pour moi, c'était juste fun.
Mais la Ouais. façon dont il avait programmé ça, c'était quand même intéressant. Il y avait beaucoup trop de volume, à mon avis. Puis moi, je mettais trop d'intensité. En fait, si je l'avais fait plus intelligemment, je pense que bah, ça aurait peut-être ça aurait pu être plus effectif, je pense. Ouais. Mais Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, effectivement, à l'époque, il y avait personne en coaching. Moi, j'avais pris Josh Bryant parce que, en fait, je suivais les logs d'entraînement Elite FTS. Mm. Et moi, j'ai eu deux coachs. Un en nutrition, c'était Shelby Starnes. Donc, personne va connaître parce que c'est un mec c'est un IFBB pro Mm. qui pousse les gonzes dans ses retranchements. D'ailleurs, il me poussait dans mes retranchements aussi. Et donc, c'est des bourrins, c'est vraiment bourrins. Et c'est pareil, il coach des gonzes dopés, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et j'ai eu Josh Bryant à cause des FTS, parce qu'en fait, eux, ils suivaient des mecs bah, chargés. Moi, à l'époque, je savais même pas que chargé, c'était un truc. Et je me disais, putain, je Ouais. vais devenir comme ça, tu vois. Voilà. Et ouais. ok. Mais du coup, je vais transitionner. Du coup, je disais, prendre un bon coach dès le départ, c'est ce que j'aurais fait. Après, moi, quand j'ai commencé, le premier programme que j'ai suivi, c'était le 5-3-1. Mm. Et quand je suis arrivé dans mon premier club, là, qui était affilié à la WPC à Pont-de-Clair, il y avait un coach qui m'a pris en main, euh, qui m'a fait switch. En gros, il m'a dit, ton programme, c'est de la merde, il faut que tu t'entraînes comme moi. Et Ouais. alors, ce qu'il m'avait fait, ça tenait la route, mais avec du recul, ça marchait bien le 5-3-1. En fait, je progressais, Oui. tu vois. Et j'aurais dû continuer à faire le 5-3-1 le plus longtemps possible et évoluer de là, tu vois, avec du recul. Et pareil, par la suite, il m'avait fait prendre une approche assez linéaire. Genre, il y avait un jour en 5x5 ou en 3x3, tu vois, et un deuxième jour dans la semaine, plus haut en rep, un peu une approche ondulatoire, mais Mm. classique, où chaque semaine, tu essayais d'ajouter des kilos sur la barre. C'était vraiment très simple. Et, euh, et alors, dans l'approche qu'il avait lui, il y avait jamais, tu transitionnais d'un bloc à l'autre, il y avait jamais aucun déload. Et je me souviens qu'il y avait des phases où j'accumulais pas mal de tension physiquement. Euh, c'est ce qui a fait que j'ai voulu changer d'approche. Mais en fait, cette approche, au lieu d'en changer drastiquement, parce que je progressais aussi là-dessus, j'aurais pu la maintenir, juste la chercher à, bah, comme on fait un peu avec le cycle référence aujourd'hui, chercher à la maintenir et l'adapter au lieu d'en changer complètement. Parce qu'après, moi, je suis Mm. parti sur des trucs, sur des trucs divers et variés, du genre bah, la Chico, la Russienne routine, le Oui, bien sûr. cube, Smolov, mixer les Smolov, enfin voilà, j'ai tout ce qui passait quoi. Du coup, Mixer les small mais love, putain. bah ouais, j'avais fait un double Smolov. J'avais fait expérience, j'avais fait double Smolov junior au bench Ouais, et au bench et au squat en même temps, en surestimant mon max, du coup, bien parce sûr. que j'avais mis le max que je voulais atteindre dans le programme, alors Ouais. que normalement tu devais sous-estimer ton max. Je m'étais dit tant pis, Ouais. je vais exploser si je fais ça. Et j'ai juste fini avec des tendinites aux deux genoux. Explose. Normal. Aux deux. Tu Et finis, ce franchement, qui était quand. plus drôle encore, c'est Vas-y. les gonzes, ils disaient pourquoi il n'y a pas le small off au deadlift? Et ils appliquaient Ouais. genre la template du squat ou du bench au deadlift, tu sais, tu te retrouvais Ouais, avec ouais. genre 35 séries dans la semaine, ça c'était vraiment hilarant, putain. Non, non, mais quand t'as 19 ans, que tu squattes 170 et que t'as des tendinites aux deux genoux, Ouais. tu vois, t'as une Ouais. technique pourrie au squat, C'est pas. c'est un peu triste, tu vois, bon, ça m'a forgé, mais j'avais pas besoin de ça. J'avais pas Non, besoin de c'est... ça. Et un autre truc que j'aurais fait, c'est que j'aurais dû des fois, quand t'es athlète, tu te dis, t'as pas besoin de te former, tu vois, j'aurais dû me former un peu plus tôt pour éviter d'être sujet à différents dogmes. Et ça m'aurait aussi aidé à peut-être prendre un bon coach parce que bah le mec qui m'a pris en main au départ, je pensais qu'il était bon, mais en fait Ouais. ça s'apparentait à un vrai peintre. Et et il Un m'a mis beaucoup carrossier. de aussi. Il m'a mis en fait ce mec-là, il m'a dans mon développement, ça m'a pas mal bridé parce qu'il m'a mis pas mal de dogmes en tête. Notamment Ouais. sur et ça m'a valu des patterns un peu foireux techniquement. Il m'a mis en tête pendant plus un an et demi, qu'il fallait s'asseoir au deadlift, tu vois, vraiment être assis en mode altéro. Et j'avais toujours une technique de merde en partie à cause de ça. Au squat, il fallait pas dépasser que les genoux dépassent les pointes de pied. Donc pareil, j'avais un pattern à chier et c'était vraiment horrible. Et c'était des trucs du genre, pareil, à l'époque, il y avait un dogme aussi avec le leg extension.
comme quoi il y avait un effet tiroir et que t'allais te fumer Ouais, t'allais te, t'allais te fumer le tendon du genou si tu faisais du leg extension. Alors, autant te dire que, bon, bah, t'avances pas les genoux au squat ou sur la leg press ou sur les variantes que tu peux faire, tu fais pas de leg extension, tu développes pas pas de de quadrille. quadriceps. Ouais. Et on sait que les premières années de muscu à ce niveau-là, elles sont cruciales. Donc, ça m'a valu d'avoir un gros point faible à ce niveau-là, en plus d'avoir un pattern de merde. Et je pense que j'aurais pu avoir, si j'avais pas été sujet à tous ces dogmes, j'aurais pu avoir un bien meilleur développement et j'aurais un peu plus de cuisses aujourd'hui. Ouais. Euh, bref, ça m'a un peu niqué. Ça m'a un peu niqué. Et après, tous les programmes que j'ai testés où j'ai voulu en faire trop ou partir trop fort dessus, comme le cube, où je me suis niqué les Mm. adducteurs et où derrière, bah, à l'époque, on n'avait pas toute la matière qu'on avait aujourd'hui pour réhab. Ça m'a valu de pas Mm. mal fibroser, de me reblesser par-dessus. Et puis, plus tu te blesses, plus tu développes de la fragilité. Et plus derrière, ça te limite dans ton Ton développement. développement général. C'est ça, Ouais. et t'es plus susceptible après même avec des programmes normaux, de te prendre des murs ou d'être limité dans ce que dans ce que tu peux encaisser. Donc moi, j'ai été Mm. pas mal limité par la suite de par toutes ces erreurs en ce sens-là. Après, ça m'a beaucoup appris en tant que coach, hein, mais si on parle d'un point de vue athlète, ça a été très limitant. Et un autre truc que j'ai noté, c'est de pas bulk comme un gros porc, tu vois, parce que moi, j'ai eu des approches sur la nutrition qui étaient, à l'époque, c'était la tendance inverse, hein. Il fallait juste manger comme des gros porcs Ouais. pour être énorme. Et il y a un point entre guillemets, de ma carrière sportive où je me suis retrouvé plus que musclé, très très gras. Et enfin, j'étais en moins de 83, mais j'avais pas la condition que j'avais aujourd'hui. J'étais super gras. Genre, je me souviens, il y a une époque au niveau de la diète où, avant de me coucher, je mangeais un demi-kilo de banane. Vraiment, hein. Et ça, c'est un truc, ça a duré genre Alors, pendant 6 mois. Oh Je putain, mangeais l'imbécile. sachant qu'avant, je m'étais tapé un salade de et, riz, tu vois. Je mangeais un demi-kilo de et, banane avec un paquet de noix de cajou juste avant de me Nickel, ouais. coucher. et bah Parfait. moi, dans le même style, je me faisais 1 kilo de fromage blanc tous les soirs. Ah Tu sais, ouais. j'allais à Carouf pour faire mes courses, j'achetais 7 kilos de fromage blanc et j'en bouffais un par soir, comme un Parfait. Mongolien. Et, Alors non, mais encore, hein, bon, Parfait. par contre, je me suis niqué encore. la digestion avec ça. Ah Parce que moi, je bah. faisais pareil. Je suis monté à 135 kilos. Je suis monté à Quoi? 135 kilos. Ah ouais, je suis monté à 135 kilos, mais comme Florent. C'est-à-dire que je suis monté à 135 kilos au bout de 3 ans de pratique. Donc, autant te dire que, Ah enfin, ouais. j'avais pas la structure, enfin, en termes de développement musculaire, ça, c'était pas encore là, quoi. Et en fait, à un moment donné, je me suis vraiment flingué le système digestif et c'est là où je me suis intéressé à la nutrition. Parce que, en fait, tu vois qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mais comme tu dis, à l'époque, il y avait plein de dogmes, mais il y a un des dogmes, c'était qu'il fallait bouffer comme un porc, pour être plus gros, pour être plus fort, quoi. Et en fait, je pense que ça marche sur certaines personnes parce qu'ils ont du mal à grossir. Hein. Mais moi, j'ai pas de mal à grossir, tu vois, par exemple. Au contraire. Il y Donc, avait, voilà. Ouais. à l'époque, on avait été matrixé, je me souviens, par le truc de, merde, comment il s'appelle, le mec là, putain. Il disait, It's a big, lift big. Dante Trudel. Ah oui, Ah oui. ouais, mais Oh alors, là là. Il avait un dicton comme ah, ça. Et le truc, c'est que, enfin, moi, j'avais pris ce truc-là à l'extrême et que je en me fait, disais, c'est OK, ça. pour maximiser la prise de muscle, il faut que je bouffe comme un malade. Alors que ça marche pas du tout comme ça et Euh, il n'y a En pas de fait, raccourci. moi, en fait, ça, c'est le problème de l'époque, c'est que moi, je traînais sur le forum Intense Muscle, le forum de Dante Trudel et de Skip Hill, les mecs, pardon, qui sont Mhm. derrière tout ça. Et en fait, Ils sont bien chargés. Ouais. ils sont tous chargés. Oui. Moi, j'étais au milieu, tu sais, je suivais les discussions et tout. Et du coup, je dis putain, mais je mange pas assez, tu vois. Et je voulais faire pareil. Les mecs, ils étaient à 8 repas par jour avec des trucs, seulement qui se piquaient à fond. Et moi, je faisais pareil, tu vois, complètement con. Alors qu'en plus, c'était des mecs qui avaient 10 ou 15 ans de pratique, dans le bodybuilding, Oui. qui étaient secs comme des triques. Je me suis jamais posé la question, tiens, c'est bizarre. Et moi, je faisais pareil, en fait. Et du coup, ouais, j'ai grossi énormément avec ça. Après, Dante Trudel, il a quand même des approches, bon, on sort du sujet, mais c'est quand même pas une saucisse, quoi. Dans le général, il fait quelques posts sur Instagram qui valent. Alors, faut lire, mais à ceux qui nous écoutent, je pense que ça vaut le coup de le suivre. Mhm. Parce qu'il a des approches un petit peu qui sortent un petit peu du cadre classique et c'est intéressant. C'est intéressant.
Moi, quand j'ai Non, non, commencé ça pour. sur la nutrition, j'ai pas eu de faim. En vrai, j'ai jamais eu de phase extrême, mais c'est aussi lié au fait, avec le rugby, vu que j'étais à haut niveau jeune, on était déjà un petit peu encadré. C'était pas, on n'avait pas des suivis de ouf, mais on nous avait inculqué un peu de bon sens. Et en fait, quand je suis arrivé dans le powerlifting et que j'ai rencontré Flo, Thibaut, Maël, j'ai constaté l'étendue de la bêtise des gens. Et t'avais des mecs qui mangeaient des 1 kilo de riz sec par jour. Ah Et bah ouais. enfin, j'assistais à ça de manière un petit peu passive. J'ai dit, qu'est-ce qui branle tous, tu vois. Et ouais, non, j'ai pas eu de phase comme ça. Mais c'est intéressant ce qu'on a regroupé là. Parce que si on résume, le fait de mettre trop de volume, d'intensité, de pas être patient et de changer en permanence de programme, c'est un peu ce qu'on retrouve encore chez les jeunes athlètes aujourd'hui, finalement. Et de dégrader les standards aussi, à tout prix pour augmenter à tout prix. Finalement, c'est des patterns de comportement qu'on retrouve chez des athlètes qu'on récupère en coaching ou qu'on voit s'entraîner. C'est fréquent encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça se J'aurais. traduit un petit peu différemment, mais on est toujours dans l'excès en fait. Un Oui, débutant qui a des objectifs et qui est très très motivé, mm, il va prendre ben, les dogmes qu'il y a aujourd'hui, mais les oui, pousser dans l'excès comme on a pu le faire avant en fait. Euh, ouais, voilà, je crois. Ben, j'allais rebondir là-dessus, c'est justement de pas construire une compétition ou un cycle en ouais. fonction d'un total projeté ou d'un objectif, parce que c'est ce qu'on Hmm. faisait. Enfin, moi, Ce c'est qu'on ce que faisait, j'ai hein, beaucoup fait ce qu'on faisait. à l'époque. Même quand j'ai commencé à ne plus faire de programme générique et à me faire mes propres programmations, je me disais, bon, bah là, il y a une compète dans 24 semaines, je veux faire 300 au squat. Et Tu, par rapport au point, non mais ça m'est tu vraiment faisais déjà trois, arrivé tu mettais de me 300 dire, en week 12 et tu ouais, faisais moins ouais, 5 kilos jusqu'à un week-end, ouais, tu vois. j'ai perdu, je le notais sur une feuille de papier, je les ai perdus, les feuilles de papier. Mais c'est Ah exceptionnel. J'ai putain. des programmes où en week 20 ou en week 20, j'ai 300 au squat et je pars d'un squat à 120, tu vois. Et que je monte et en fait, au bout de 3 semaines, t'es déjà dans le mur, tu vois. Et là, du coup, après, tu te dis, ah putain, le programme, il est pas bon. Quand t'es Et con, tu tu vois, et changes. tu changes de programme. Et tu changes. Ouais. Et ça, c'est des trucs. Ouais. Après, ça se faisait aussi de façon moins extrême, mais c'est des trucs Mm. à ne pas faire parce que tu peux pas prédire combien tu vas atteindre et où ça te fait prendre de très mauvaises décisions C'est ça. Prendre des à décisions de con. l'entraînement. Par contre, je pense À qu'on avait quand l'entraînement. même le mérite. En fait, vu qu'il y avait moins d'informations à l'époque, surtout sur la partie, je trouve, technique, en termes, enfin, en tout cas, à mon époque, en termes de technique, c'était pas, il n'y avait pas d'optimisation de la technique. Enfin, tu poussais quoi. Et, Ouais. et du coup, le mérite qu'on avait, je pense que c'était alors, pareil, pousser à l'extrême, mais bah, vraiment d'y aller quoi. Et aujourd'hui, je trouve Mm. que ça se perd un peu, c'est que les gens ils sont dans de la surréflexion. Faut trouver un juste milieu en fait, à mon avis. C'est vrai. Et le dernier truc, c'est je pense que j'aurais dû conserver une activité extra force, ne pas me matrixer. Je me disais que par exemple que si je gardais une activité cardio, ça allait niquer mes gains en force, Hmm. mais au contraire, Ouais. ça m'aurait permis de maintenir bah, une bonne base athlétique, de la variabilité de mouvement, etc., etc. Genre, j'aurais Bah, très bien pu ouais. continuer à raison d'une fois par semaine à faire un peu de sport de combat. Surtout que quand c'est un sport que tu connais, où tu es assez efficient, tu te blesses moins facilement. Donc, Ouais. ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait les deux, ouais, de 2017, ouais, de 2017 à 2019, puisque je coachais l'équipe de rugby de la fac et en fait, bah, je mettais encore un peu les crampons, je faisais plus de contact, mais je faisais encore des touchés ou des trucs comme ça. Et ça me faisait bouger 2 fois par semaine encore avec les gars. Et après, je l'ai complètement délaissé, par contre, ça c'est sûr. Et je pense que de maintenir un truc comme ça t'aide à rester plus versatile et Oui. plus résilient potentiellement. Mm. Parce que du coup, après, c'est des adaptations que tu perds et limite, sur certains aspects, tu te fragilises après quand tu t'hyper spécifies. C'est clair. Bon, ben, on a fait un bon tour. Ouais. Euh, on va pouvoir passer sur comment là on construirait un débutant Alors, comment on construirait un débutant si de je peux me zéro. permettre, j'aurais aimé qu'on ait une approche un peu plus Ouais. large, c'était prendre un athlète en coaching, de manière générale, et inclure dedans le cas débutant, pas débutant, ou pas complètement débutant, parce que sinon c'est trop une tête d'épingle. Et à ce titre-là, parce que j'ai dit que j'allais lui faire une dédicace,
C'est Brice Abello qui m'a inspiré cette idée que je vous ai soumise et à laquelle vous avez adhéré. Parce qu'il avait fait un post sur Instagram pour expliquer comment il réfléchissait, justement, quand il récupère un athlète en coaching. Et moi, ça m'a fait mouliner mon cerveau et ça m'a fait me poser ces questions-là. Et dans ma tête, ça a fait un peu une arborescence, en fait, en me disant, bon, si le mec est débutant, qu'est-ce que j'envisage? Selon quel cas de débutant? Si le mec est déjà coaché, qu'est-ce que j'envisage? Selon quel degré de coaching? Si le mec est en auto-coaching et qu'il est déjà expérimenté, qu'est-ce que j'envisage, etc. Du coup, personnellement, ça m'a fait un petit peu, ça m'a forcé à prendre du recul sur mes méthodes. Donc c'était intéressant, Ok. en fait. Bah vas-y, lance-toi dessus et on suivra. Alors, moi, il y a déjà un truc que j'aimerais, comment dire, un truc qu'on fait tous quand on récupère un athlète et que j'aimerais un petit peu lever le tabou là-dessus. C'est on demande les progs de l'ancien coach. Il y a déjà un truc qu'il faut se dire, c'est si un mec est coaché par quelqu'un et qui change de coach, c'est qu'il est pas content et qu'il y a un truc qui va pas. Et que donc bah, prendre la prog et vouloir à tout prix chercher une continuité, bah, je trouve que c'est pas forcément le truc qui est honnêtement qui est intellectuellement le plus honnête à faire. Et après, du coup, ça dépend des cas. Mais moi, en général, quand je récupère des athlètes, ils ne viennent pas vers moi pour préparer une compétition à très court terme. Ils viennent vers moi plutôt dans un cycle non compétitif. Et de fait, je me détache peut-être dans 95% des cas de la prog qu'ils suivaient jusque-là. C'est pas pour discréditer ou décrédibiliser le travail de la personne qui avait avant moi. C'est juste qu'à un moment donné, si je crois pas à ce qui est fait ou si je vois pas la logique dans ce qui est fait et que j'ai le temps de reconstruire un cycle qui me convient et que je peux analyser, bah je vois pas pourquoi je prendrais le travail de quelqu'un en qui j'ai pas forcément confiance. Enfin, sur le cas de l'athlète, hein, en tout cas. Voilà. Ouais, ouais, je te Ça, c'est un rejoins. premier, Après, un premier élément. c'est quand même du coup, c'est intéressant d'avoir la prog dans le sens où tu Ouais, peux, justement, parce que tu as une personne qui vient de voir spécifiquement toi, parce que bah, elle adhère à ce que tu dégages, etc. C'est spécifiquement intéressant de voir ce qu'il faisait avant, mm, justement pour peut-être t'écarter, ou en tout cas avoir un voilà. feedback sur voilà, Mm, ce schéma, qu'est-ce qui t'a apporté. Moi, mm, je questionne souvent les athlètes là-dessus quand je les récupère. C'est-à-dire que je récupère la prog et généralement j'ai quelques questions qui suivent pour savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont fait des progrès, depuis combien de temps ils font ça, est-ce qu'ils ont des douleurs, enfin est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas ouais, selon eux, etc. C'est important, je pense, d'avoir le feedback de l'athlète là-dessus. Donc c'est intéressant de l'avoir, mais effectivement, je te rejoins dans le sens où bah, reprendre la continuité d'une personne qui veut changer, qui change, ça n'a pas de ouais, sens, à moins que, comme tu le disais, les seules fois où ça m'arrive de faire ça, ça arrive rarement, mais quand il y a des gens qui viennent et qui disent j'ai une compétition dans 6 semaines, ouais, en général, je viens pas casser la structure, mais si je vois non, vraiment des conneries ou enfin, des trucs qui pour moi ne peuvent pas fonctionner, ou qui me correspondent pas, enfin qui sont pas logiques dans ma tête, je viens les mm, modifier. Mais en général, c'est minimal. Je vois pas l'intérêt de complètement modifier une prog, à moins que ce soit vraiment débile 6 semaines avant mm, une compétition. Et je mets, enfin, j'explique à l'athlète aussi parce que oui, sinon, ça n'a pas de sens pour lui. bien sûr. Ouais, personnellement, je suis partagé. Enfin, c'est très contextuel. Oui, Je vais prendre un exemple concret. Quand j'ai commencé à coacher Joël, du coup, qui, mm, bah, c'est une des progressions les plus fulgurantes que j'ai eues parce et surtout qu'il était déjà à un niveau avancé. Il y faisait déjà 700 de total en 80, en 105, du coup, ce qui est pas ridicule. Et il est passé en un an et demi à 820 de total. Donc c'est une progression conséquente, surtout à ce niveau-là. Il est venu vers moi, lui, parce que il pensait qu'à un moment donné, son coach et les connaissances qu'avait son coach allaient être, et par rapport à sa vision, allaient être limitées dans son développement. Mais il était en progression. Donc moi, à ce moment-là, par rapport à ce profil, j'ai pas cherché à changer tout ce qu'il faisait parce qu'il progressait déjà. J'ai juste ouais, repris sa structure d'entraînement et sans toucher à tout, j'ai cherché à optimiser ce qui pouvait être optimisé dessus parce que quand je vois une prog, même une prog qui est fonctionnelle, personnellement, je vois toujours la plupart du temps, je vois des trucs qui peuvent être optimisés, rien que sur la structure, la répartition ou sur les formats par rapport à la personne. Et donc, pour lui, j'ai juste optimisé ça quand je l'ai pris en coaching. J'ai juste optimisé ce qu'il faisait déjà. Donc ça n'a pas changé radicalement. Il y a juste eu des petits switches qui ont été faits. Et derrière, on a travaillé de là. Maintenant, je prends l'exemple opposé.
quand j'ai commencé à coacher Jérémy Vézien, Mm. euh, il était coaché par un mec qui lui faisait plein de clusters. Et moi, quand j'ai vu la prog, je voyais que ça partait un peu dans tous les sens. Et au tout début, quand il m'a contacté, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, OK, comment je vais le programmer en cluster, lui? Et en fait, Mm. il m'a dit que il, concrètement, il venait vers moi aussi parce qu'il saturait en fait de Bien l'approche sûr. de son précédent coach. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de repartir sur une base vraiment neutre Mm. et limite minimaliste et de retravailler depuis ce point-là. Comme quand il était à moitié pété quand je l'ai pris, mais comme quand je le fais à chaque fois que je me mets à bosser avec un athlète qui est blessé. Souvent, je reprends pas la programmation. J'essaie de regarder quand même ce qui s'est passé sur les blocs qui ont été les plus concluants pour essayer de tirer quelques données qui peuvent être pertinentes pour m'orienter. Mais souvent, je reprends les choses. C'est là où moi j'ai tendance à reprendre les choses à, à zéro. Sinon, je reste dans une forme d'entre-deux, dans la mesure où forcément il va toujours y avoir des trucs qui vont changer et être à optimiser. Mais si je vois qu'il y a des trucs qui ont fonctionné, je vais forcément essayer de les reprendre en les optimisant. Oui, c'est Mais forcément contextuel. Et dans une prog, il y a des trucs que tu vas acheter et il y en a d'autres que tu vas garder. C'est pas blanc ou noir. C'est par exemple, ouais, tu vois que le mec il bouge mal et qu'il y a une variation qui est intéressante pour le défaut technique ou pour le problème d'amplitude qu'il a, bah tu vas peut-être la conserver. Mais ça va pas forcément être l'intégralité de la structure. Ou au contraire, peut-être que c'est la structure que tu vas garder et c'est les éléments concrets de cette structure-là que tu vas dégager. Donc forcément, oui, c'est contextuel et c'est jamais absolu. par contre, un détail, c'est que moi, plus le temps passe, plus quand je reprends un athlète, j'ai tendance à, quoi qu'il arrive, à simplifier l'approche, que ce soit sur les formats de Oui. travail, sur l'élimination des variations. Si je me dis celle-là, elle est pas indispensable Mm. pour son développement, ça me permet moi derrière d'avoir une meilleure, au fil des blocs, une meilleure analyse globale. Et s'il faut réintroduire des éléments, je les réintroduis parce que Mm. force est de constater avec le temps qu'il y a beaucoup de coachs qui se perdent un peu à partir dans tous les En sens. Donc fait, j'essaie ouais. toujours d'aller vers une simplification. Là, je te rejoins là-dessus. En fait, moi, je vois, avec le temps, je vois un peu ça comme du bruit. C'est-à-dire, t'as un Oui. gars qui va venir avec une prog, il a des variations, etc. Mais toi, le gars, tu le connais pas, tu sais pas exactement pourquoi la variation, elle est là. Et si tu lui fais pas faire le mouvement classique, on va dire vanilla, quoi, Mm. tu peux pas savoir, en fait, tu peux pas vraiment comprendre ce dont il a besoin. Et c'est là où, en fait, ton approche, Mm. elle a de la valeur parce que tu vas peut-être pas voir les choses de la même façon et tu vas apporter quelque chose de différent pour l'athlète. Et voilà, c'est ça en fait. Moi, je te rejoins là-dessus sur la simplification et surtout sur les variations. Je dis pas que 100% des cas, j'élimine les variations, ça serait faux, mais j'ai tendance à épurer un peu la programmation de manière générale. Épurer de la programmation et après dans la structure, dans la semaine, euh, souvent, j'arrive à me dire, là, on peut faire différemment, soit par rapport à des facteurs externes. Par exemple, je pense à un gars là, que j'ai repris qui fait du rugby. Il s'entraîne le jeudi, le vendredi, il avait un SBD, ça avait aucun sens. Enfin, Mm. tu vois, c'était pas forcément logique. Enfin, c'est le genre de truc. Voilà. Mais je te rejoins là-dessus, ouais, épuration de la programmation pour repartir sur une base saine et construire quelque chose derrière. Parce que si tu pars tout de suite d'un truc complexe, t'as jamais l'occasion d'avoir ce recul et cette analyse. Moi, là où je vais simplifier, ça sera en priorité sur le volume et la fréquence. Si je vois des quantités de séries qui me paraissent vraiment disproportionnées, genre je sais pas, des 17, 18 séries de squat ou de deadlift, je vais avoir tendance à casser ça. Et pour amener cette diminution tranquillement, je vais rajouter des assists sur les patterns visés. Et pareil pour la fréquence, c'est pas une règle générale que je fais, mais depuis que ça fait quoi? Ça va faire 3 ans et demi, un truc comme ça, que je coach pas mal d'athlètes. À chaque fois, par exemple, que j'avais des mecs qui avaient plus de 2 squats par semaine, que ce soit 3 ou 4, j'ai fini par arriver à 2 en 1 ou 2 cycles à chaque fois. C'est pas dogmatique et c'est pas il faut squatter 2 fois, mais force a été de constater qu'à chaque fois,
soit la technique était mauvaise et en fait le reproduire plus de fois c'était nul, soit il y avait des tensions et des douleurs et des blessures qui se créaient à partir de trop de répétitions et trop de fatigue. Et au final, j'arrivais à 2 squats. Le squat, c'est vraiment l'exemple qui me vient en premier en tête. Par contre, ce que tu disais, Florence, sur les variations, moi j'ai une vision un peu plus. Enfin, en fait, si je vois un extrême, un mec qui a vraiment des variations farfelues, moi j'aime bien programmer avec des variations complexes. C'est un biais que j'utilise pour forcer vraiment des mouvements, des exécutions techniques que je veux voir chez l'athlète. Donc, j'ai pas forcément ce problème-là. Après, si je vois des variations que je comprends pas pourquoi elles sont là, je vais avoir tendance en fait à essayer de faire le chemin inverse. Si c'est trop de variations, de revenir à de la spécificité. Si c'est trop spécifique, de couper en deux et de mettre plus de variations. En fait, les variations, moi, c'est vraiment mon moyen pour polariser. Je polarise mes semaines d'entraînement avec ça. Et, et ça permet en fait d'avoir vraiment un aspect très contrasté entre 2 jours d'entraînement sur un même mouvement, qui permet ensuite de tirer des conclusions au bout de plusieurs blocs. Et j'aime bien me servir de cet outil-là. Mais en gros, c'est voilà, si en général, quand on récupère un athlète de quelqu'un d'autre, on voit souvent une tendance trop marquée vers un côté. Et moi, j'aime bien casser cette tendance-là, justement, et retrouver un juste milieu. Voilà. Ouais, mais t'as une forte logique et cohérence là dans ton approche justement Oui. par rapport à ça. Et force est de constater que des fois tu récupères des progs où les mecs ils ont des variations pour avoir des variations dont ils n'ont Mm. pas besoin. Genre à un moment donné, j'avais récupéré un mec au bench, il avait 4 bench par semaine, bah il avait un comp et sur tous les autres jours il avait une Ouais. variation. T'as pas besoin Mm. de ça là, ça part dans tous les sens. Au bench, enfin il peut y avoir des exceptions, mais dans la plupart des cas, il y a peut-être une variation qui va être pertinente à inclure Ouais. dans ton système. Des fois, il peut y avoir plus pour x, y raison, mais la plupart du temps, il va pas y avoir besoin de plus que ça et ça part dans tous les sens. Et où tu as t'as aussi des personnes qui ont une mauvaise compréhension de comment on gagne de la force, Mm. qui vont utiliser des variations pour pouvoir exposer l'athlète à des RPE élevés, sous prétexte que c'est auto-limitant, qu'on va s'exposer Mm. à un RPE élevé, que ça va permettre de créer des adaptations en force, alors que le RPE élevé ne génère pas d'adaptation en force. C'est la charge Justement. absolue. Donc, dans ce sens-là, programmer une variation, ça sert à rien. Et des fois, Mm. tu vois ça dans les progs et tu te dis c'est inutile. Le mec, il aurait pu juste avoir son complift avec un RPE modéré sur la même charge à laquelle la variation était programmée et il aurait presque eu un meilleur résultat parce que dans Mm. ce cas-là, la variation, elle était pas pertinente. Et je dis ça, moi, je suis un mec de base, j'ai jamais été contre les variations. Il y a une époque, il y avait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux par rapport à ça et je Ouais. défendais plutôt l'utilisation des variations, justement. Mm. Ouais. Ouais. Moi, comment dire? Là, quand je vais récupérer un mec qui a vraiment aucune variation, enfin, encore une fois, je fais des schémas à partir des athlètes que je coach et que j'ai récupérés dans un passé relativement récent. Ça veut pas être une règle générale, mais quand je vois des mecs qui ont fait que du comp pendant X temps, en général, tu as vraiment une grosse dépendance à l'optimisation technique et la variation, je m'en sers aussi pour, tu vois, genre un mec qui a un pontage, je pense à mon athlète Nathan qui écoutera sûrement, et avec un pontage assez important, avec une optimisation assez poussée au niveau du bench. Et tu vois le mec, en fait, ses épaules, elles ont aucune variable, enfin, il n'y a aucun mouvement au niveau des scapulas, il n'y a rien qui se passe. Et tu vois que sur des développés militaires ou des développés haltères, il est vraiment à la ramasse comparé à ses perfs au bench. Bah, là, je vais avoir tendance personnellement à casser cette chaîne-là encore une fois avec le Larsen, avec le fit-up, avec des conneries du style. Après, moi, j'assume aussi, j'ai un peu des lubies, des fois, de variation. Et quand j'ai une lubie sur une variation, genre moi en ce moment, par exemple, c'est le fit-up. J'ai quelques athlètes en hors-saison qui ont des problématiques liées au haut du corps, qui sont différentes. Et j'ai utilisé le fit-up comme un outil, une réponse à différentes problématiques. Donc en fait, quand j'ai ma lubie, bah, j'expose ma théorie et mon idée à plusieurs problèmes et je vois ce qui peut en ressortir et là où c'est positif, là où ça l'est pas. Mais bref, ouais, quand il y a des mecs qui ont eu trop de spécifiques, en général, bah, au niveau de la production de force sur certains angles, ils sont vraiment à la ramasse. Et c'est là que la variation peut être intéressante. Encore une fois, c'est pas l'automatisme à avoir dans tous les cas, quoi. C'est la réponse à un problème donné. Ouais, puis tu as une bonne raison Oui, enfin, voilà qu'à chaque fois, tu as une bonne raison de la programmer. C'est pas Et j'ai une fréquence,
j'ai une Ouais. fréquence, donc je mets une variation Ouais, donc là-dessus, je mets dessus, une ou variation. Ouais, exactement. Mais en c'est fait, ça. ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Théo, de façon un peu plus large, c'est que d'avoir une logique. Ouais. Et quand tu récupères une prog où tu comprends pas la logique Mm, du bloc ou du cycle, bah mm. c'est là où ça vaut le coup de tout remettre en question, quoi, à mon avis. Enfin, de tout remettre en question. De remettre en question la Ben prog. ouais. Ben en fait, je pense que c'est un bon élément de réponse, c'est que si l'athlète que tu récupères, il t'envoie 5-6 blocs et qu'il n'y a aucun bloc qui se ressemble Hmm. et que tu vois pas le passage d'un bloc à l'autre, comment il se fait, comment il est justifié, c'est là que la logique elle y est pas parce qu'en fait, avoir une logique sur un bloc à la rigueur, c'est facile. Genre sur 4 5 6 semaines, c'est pas compliqué. Par contre, avoir une logique sur 12 14 16 18 24 semaines, c'est là que il faut avoir réussi à anticiper pas mal de choses et avoir eu une trame. Et là, c'est là que, moi, c'est là que, pour moi, le bas blesse. C'est en général ça qui disqualifie le fait que je vais suivre la structure de la prog ou pas. Après, peut-être que je vais garder, encore une fois, des assists ou des variations ou que sais-je. Mais en tout cas, la structure, c'est là en général que je la dégage de mon esprit quand je vois que le cycle n'est pas lié, en fait, que c'est pas un cycle, c'est un agrégat de microcycles qui se complètent par le fruit du hasard ou par le truchement du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas réfléchis pour s'enchaîner, en fait. Et c'est là que moi, je Ouais. dégage. C'est vrai que quand on récupère des athlètes, c'est là où on remarque qu'il y a un gros manque de vision Ouais, sur l'assemblage des blocs, et on pense juste à la progression sur un ouais. bloc. Donc on va tout essayer de maximiser pour que ça marche sur un bloc, et on va répéter ça derrière un peu bêtement, alors que il faut avoir une vision étalée, échelonnée, même sur une Mm. saison entière. Et même quand on donne des C, pour en avoir discuté avec Alexis, quand lui il fait ses formations avec PowerMind, ou quand on donne des séminaires, c'est là que ça pêche le plus chez les athlètes et les jeunes coachs. C'est sur justement cette vision à assembler, coordonner un ensemble de blocs et à périodiser en fait. C'est ça, c'est ça. C'est là que tu vois que déjà programmer, moi, si j'envisage dans ma tête, programmer, c'est à l'échelle du court terme. Programmer, c'est déjà pas mal. Périodiser, c'est à l'échelle du moyen terme, c'est encore mieux. Mais planifier dans une réflexion sur ouais, 10 12 15 mois, bah, c'est là que tu arrives à faire des vraies différences. Et T'avais c'est pas d'autres, forcément acquis. t'avais d'autres axes de réflexion du coup par rapport à ça là sur le Oui, point de départ. En fait, j'ai plein d'axes de réflexion. Je vais essayer d'un peu synthétiser parce que sinon on est là pour la nuit. Mais il y a un truc aussi que j'ai remarqué. Et moi, j'ai souvent des mecs qui sont en auto-coaching qui viennent vers moi, qui restent en auto-coaching depuis pas mal de temps, en général des 1 an et demi, 2 ans. Et sur la moitié de mes athlètes, j'ai ça en fait. Et en règle générale, le résultat de l'auto-coaching, en tout cas la réflexion de l'auto-coaching, est souvent très très pertinente. Parce que à l'heure actuelle, les mecs, ils ont plus d'éléments de réflexion que ce que nous on avait à l'époque. Et ils ont réussi à un peu plus se challenger intellectuellement et à un peu plus construire leurs pensées. Et j'ai tendance, moi, à suivre beaucoup plus les fruits d'un auto-coaching que les fruits d'un travail avec un autre coach. Et en général, les fois où j'ai suivi cette logique-là, bah, c'est jamais naze, c'est jamais contre-productif à moyen terme. Et ça, je trouve ça intéressant d'insister là-dessus. Les biais qu'un mec en général va avoir en auto-coaching, je pense que vous allez me rejoindre, c'est le gars, il aime bien faire tel truc, il pense que tel mouvement c'est son point fort, donc il va mettre l'accent dessus. Et tu vas voir que la prog sur tel mouvement, elle est vraiment bien pensée. Et les mouvements qu'il considère comme plus faibles, il va peut-être un peu plus les délaisser, au moins intellectuellement, et au moins dans la réflexion, ou alors les surcomplexifier pour rechercher une progression. Mais en général, le positif comme le négatif est toujours intéressant à analyser chez un mec qui s'auto-coach depuis un certain temps. Parce que il y a eu une phase d'essai, une phase d'erreur. Il y a eu des ratés. Et en général, les gens, moi que j'ai eu en tout cas, réussissaient toujours à tirer des conclusions intéressantes de leurs ratés. Ça, c'est pas mal. Et c'est une tendance que je dégage, moi, dans les athlètes que je récupère. Là où je te rejoins, alors j'ai pas eu énormément de personnes auto-coachées, je pense. Je pense que la plupart des gens que j'ai récupérés jusque-là, c'est des personnes qui étaient déjà coachées avant. Mhm. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est la communication, je pense, avec l'athlète et savoir prendre en compte ce qui te dit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a
quand tu récupères un athlète, sa vision des choses, elle est importante, hein. Après, Oui. forcément, c'est toi qui vas prendre la décision, Mm. mais en général, en général, c'est pertinent. Donc, Mm. je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus. Ouais, bah, j'allais justement appuyer ça, c'est que je trouve ça, enfin, même si le mec il s'est pas auto-coaché, avoir les intuitions de l'athlète en fait, Mm. avoir ses intuitions sur ce qui pourrait fonctionner pour lui. Des fois, parce que en amont, son précédent coach ne l'a pas écouté, par exemple, il n'a pas été écouté ou que la vision du coaching elle a été un peu trop linéaire et imposée, mais tu peux tout de suite, des fois, en plongeant sur cette traîne, si ça te paraît cohérent, tu vois, débloquer de sérieux progrès. Moi, c'est arrivé plusieurs fois en fait, comme ça. Et des fois, et c'est aussi pour ça que des fois, j'ai des gens qui viennent me demander en coaching ou qui changent de coach parce qu'ils savent que je vais euh, que je vais les écouter en ce sens-là, tu vois, et que je vais prendre en compte Mm. ce qu'ils me disent, même si je vais pas forcément faire quelque chose de tout ce qu'ils me disent, parce que c'est pas le but, Ouais. mais je vais prendre en compte cette base-là. Ah, en Mm. fait, je pense qu'il y a un côté, l'athlète quand même, il a tendance à enfin, c'est lui, donc il a tendance quand même à avoir une vision objective. Enfin, sa vision subjective, elle peut être pertinente, on va dire, parce que ben il se connaît mieux que toi quand tu le récupères, donc c'est très intéressant Forcément. d'avoir de ce feedback-là. Et je pense qu'il y a il y a peut-être un facteur, alors c'est une théorie parce que voilà, mais il y a peut-être un facteur aussi psychologique, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui se dit putain ça, je pense que ça peut fonctionner, je vais en parler à mon coach et ça me motive en fait tout simplement Mm. de le faire. Alors après c'est à prendre avec, enfin voilà, faut pas le faire n'importe comment, mais c'est intéressant de rentrer un peu dans le jeu de l'athlète sur certaines choses parce que ben ça peut fonctionner juste parce qu'il a envie de le faire en fait et que Mm. ça le motive. C'est possible. C'est fort possible. Après moi, ça, personnellement, l'importance que je vais accorder à ce genre de réflexion, ça va vraiment dépendre de qui j'ai en face de moi. Et Ouais. des mecs qui sont avancés, qui sont expérimentés, je vais l'écouter. Et en général, je vais le prendre en compte, peut-être le modifier un peu. Par contre, le gars qui est débutant, en fin de niveau débutant, qui Oui. va passer intermédiaire, je vais pas le solliciter volontairement. Et je vais pas solliciter son avis sur la question. Ou alors, c'est des athlètes que, même s'ils sont pas forcément à un niveau très avancé, que je coach déjà depuis un moment, à titre personnel. Et là, je vais peut-être plus écouter. Mais ça dépend vraiment de la personne que j'ai en face, parce qu'après, sinon, c'est la porte ouverte aussi enfin, tu vois, Flo, quand on parle de ma programmation, ce qu'on a fait cette semaine encore là, c'est, comment dire, c'est fluide. Je te donne une idée et après, t'en fais ce que t'en veux. Mais t'as des gars, potentiellement, ils vont te donner une idée, tu vas l'accepter et après, ils vont se penser légitimes à te donner l'idée en permanence et penser leur idée légitime à être acceptée tout le temps. Et ça, c'est un truc dans lequel il faut pas tomber. Et ça, par contre, ça, je l'assume encore une fois. Peut-être que c'est un biais qu'il faudrait que j'efface, mais je travaille comme ça. Quand je récupère un gars en coaching, vraiment le tout début, les idées, je les écoute pas. Vraiment pas. Parce que j'ai besoin de voir si mes idées à moi, d'abord la perception que j'ai de la qualité de mouvement du gars ou de ce qu'il tolère, peut marcher avant d'envisager ce qu'il ressent. C'est comme tu disais Adrien tout à l'heure, c'est pour éviter le bruit en fait. Et si t'es deux à réfléchir sur un moment où t'as vraiment aucune data, bah, tu vas biaiser la lecture des datas que tu as, des petites datas que tu as. Et donc, dans un premier temps, je vais imposer moi ma vision. Et éventuellement, si besoin est, bah, on divisera après. Mais voilà. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste, enfin, ça reste, on a des biais, mais ça va rester toujours Oui, contextuel. c'est toujours contextuel, donc qu'il en soit. Qu'il en Très soit. bien. C'est pas une science exacte, quoi. Ça, Ouais. faut se le dire. Je suppose que tu as encore d'autres axes de réflexion là dans ta besace. Oui, oui. Si on peut revenir sur les débutants, potentiellement. Euh, Ça va paraître être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Euh, Quand on récupère un athlète débutant, vraiment, peu importe le potentiel, hein, que ce soit un mec qui soit promis à un avenir de haut niveau ou juste un gars normal, euh,
je pense qu'il faut se faire un devoir de pas griller toutes les cartouches et d'éviter en fait de préserver ces jeunes athlètes, ces débutants-là, notamment les sub-juniors. Attends, d'ailleurs, parce que je sais pas si vous avez vu ça passer, mais on est passé de 800 à 200 sub-juniors en 2 ans en FF Force. Donc il y a un signe aussi il y a un truc qui va pas. Je pense qu'il va pas aussi dans l'entraînement des jeunes. Et je pense qu'il faut préserver ces jeunes athlètes-là de la bêtise et des risques liés à des approches trop extrêmes de l'entraînement. Et moi, ce que je fais avec des jeunes athlètes, et ça marche toujours, et ça 100%, 100% de réussite là-dessus, c'est vraiment de profiter que ce soit une page blanche pour les casser et les faire rentrer dans les cases que je veux moi. Et des cases qui vont être plus protectrices de leur santé, qui vont favoriser des techniques faciles à exploiter, des patterns qui vont être moins risqués que ce que nous, par exemple, on a pu mettre en œuvre, on en a parlé tout à l'heure. Et ouais, de profiter que le mec, il a eu aucune approche particulière, donc je veux qu'il fonctionne comme moi je veux qu'il fonctionne. Et ça c'est un truc que j'ai développé justement pour les mecs qui débutent. Et quand on voit Mathieu à l'heure actuelle, c'est peut-être le bon exemple et le mauvais parce que justement il a un gros potentiel. Mais quand j'ai commencé avec lui, je lui ai vraiment donné c'était une page blanche et j'ai vraiment imposé ma vision sur vraiment polariser l'entraînement au départ, que en fait son entraînement soit relativement facile et au fur et à mesure de rajouter des éléments et d'optimiser petit élément par petit élément. Et ça, je trouve que c'est vraiment fondamental quand on a des débutants, des mecs qui touchent des barres pour la première fois. Bah, en fait, ça revient à ce phénomène de bruit un petit peu aussi, parce que, Oui, en fait, que ce soit un débutant ou un mec qui est un peu plus de bouteille, si tu pars tout de suite dans un truc complexe, alors pour un débutant, ça a encore moins de sens. Et si tu pars ouais, tout de suite dans un truc complexe, t'as zéro marge de manœuvre pour la suite. c'est ça. Et en fait, c'est quand on présentait tout à l'heure nos expériences respectives quand on a débuté. En fait, ça rejoint ça aussi, c'est-à-dire quand Mm. t'es débutant, t'es ultra motivé, et il y a énormément, en plus, Ouais. beaucoup plus sur lui, t'as énormément d'informations. Mm. T'as des modes, des trends Instagram qui sortent toutes les 3 semaines, et encore, je suis gentil. Et t'as envie, en Ouais. fait, d'essayer parce que tout te motive, tu dis putain, c'est génial, faut que je le fasse. Et là, c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'avoir un coach à ce moment-là parce que lui, il va avoir un regard objectif. Et je te rejoins, il faut savoir être directif. Il faut savoir être Mm. directif parce que sinon, tu sers à rien, en fait. Un coach, il doit Ouais, être c'est ça. directif et avoir un regard objectif. Et c'est ça la Mm. difficulté aussi. Enfin, ça peut être une difficulté pour certaines personnes. Si t'écoutes trop, parce que tout à l'heure on parlait d'écouter, c'est important, Mm. mais il faut que tu mettes ta pièce, c'est toi qui dirige en fait. En fait, il Et faut ça, c'est entendre et pas important. forcément écouter, quoi. Ouais. Mhm. Je vais enfoncer une porte ouverte là, mais je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais pour un débutant, moi, je chercherais toujours un pur débutant, hein, à développer une bonne base athlétique générale. Le mec, il a Ouais. une bonne mobilité, une capacité à bien bouger Mm. sous différents angles, même maîtriser un large panel de mouvements de muscu dans des amplitudes complètes, tu vois, pour Mm. créer de la capacité et même travailler l'aspect cardiovasculaire, tu vois, Mm. qui est souvent délaissé et Délaissé. attribuer énormément de ressources à la construction de masse musculaire. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais de pas l'hyper spécifier. J'irais toujours un débutant lui mettre un truc genre de fréquence pour qu'il puisse répéter suffisamment son mouvement. Mais Mm. j'irais pas mettre des volumes excessifs et je Non. centraliserais vraiment les ressources sur le développement d'une bonne base athlétique et d'une bonne masse musculaire, d'une bonne capacité de mouvement, parce que ça, c'est un truc qui va lui servir Mm. tout le reste de sa carrière et qui va augmenter considérablement. Enfin, la base de plus la base de ta pyramide elle est large, et c'est ce que tu développes quand tu débutes, plus ton plafond derrière à long terme il va être élevé. C'est le meilleur service que tu peux rendre à un débutant. Avec un truc particulier, c'est de lui apprendre aussi à ce qu'on n'a pas fait nous, par exemple nous deux, Adrien, c'est d'apprendre à forcer sans jamais compromettre son standard technique. Mm. Ça veut dire d'apprendre que, pour moi, enfin, il vaut mieux fail un lift en n'ayant pas dégradé ton standard que de le réussir pour réussir, tu vois. Mm. Tu développes de meilleurs automatismes et tu vas développer par la suite de meilleures adaptations en prenant ce réflexe-là dès le départ, en te disant, bah, un lift, il faut que je le réussisse coûte que coûte, quitte à ce que ma technique elle pue la merde, quoi. Niveau coordination, Mm. Ouais. tu vas y perdre énormément et c'est une putain de mauvaise habitude à prendre dès le départ. Ça c'est un truc juste à mentalement
Parce que même quand tu es débutant, il y a un moment donné où tu vas te confronter à l'échec, c'est un truc qu'il faut conceptualiser, quoi. C'est ça. C'est indispensable. Et par rapport à ce qu'on disait aussi, j'essaierai de trouver le bon ratio, entre guillemets, entre caper son rythme de progression pour pouvoir échelonner les trucs au long terme et le faire quand même progresser suffisamment rapidement pour que le mec il ait une bonne adhésion. Parce que Exact, ouais. tu Oui, pourrais avoir une vision sur du trop long terme. Si le mec tu le fais progresser trop doucement, tu l'as dit Adrien, le mec il est motivé, il voit plein de trucs, il va se dire ah, putain ça me fait chier et en fait il va pas adhérer, il va changer de coach et il va se mettre où il va faire de la merde et il faut arriver à trouver je pense qu'il faut arriver à trouver ce juste milieu en fait, pour trouver ce qui est dans Ouais. son intérêt mais aussi qu'il puisse avoir une bonne adhésion quoi. Bah, c'est c'est ça. exactement le point que je voulais aborder, c'est-à-dire un athlète neuf, enfin, une personne qui démarre le power, en fait, tout va fonctionner sur lui et tu peux faire une étoile filante avec à peu près n'importe qui, entre guillemets, relativement à ses capacités. Voilà, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, hein, mais le challenge, c'est de le garder avec toi, qu'il comprenne la stratégie. Donc Exactement. c'est, pour moi, encore une fois, la communication, c'est très important pour qu'ils comprennent ce que tu veux y faire. Donc expliquer ce que tu fais, c'est super important, surtout pour un débutant, pour pas qu'il se perde. Et derrière, trouver le bon rythme de croisière, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est jamais bon d'aller trop vite, mais c'est pas bon non plus d'aller trop doucement. Parce que le gars, il va décrocher, ça va lui casser les couilles, il va voir ses potes qui font des SBD x1 Oui, RPE 12 Mm. et il va avoir envie de Exactement. faire pareil. Donc, Mm. faut trouver un juste milieu. Et Moi, j'ai il y cette a un autre. problématique-là avec un de mes athlètes en ce moment, hein. On en a déjà Ouais. parlé, on s'est déjà foutu sa gueule d'ailleurs. Mais c'est un peu ça le truc, c'est que pour moi, en fait, quand on parle d'adhésion, pour moi, si c'est un truc sur lequel peut-être que je m'inscris un peu en faux de ce que vous dites ou que je vais un peu choquer les gens, mais pour moi, l'adhésion, c'est pas faire plaisir, c'est pas. En fait, si c'est juste faire plaisir au mec, c'est le degré 1, c'est le niveau 1 de l'adhésion. Et c'est pas parce que le mec est content de faire un truc que forcément il va y adhérer. Pour moi, c'est faire en sorte que le mec il comprenne ce qu'il fait. Et quand tu comprends ce que tu fais, bah, de suite tu remets beaucoup moins en cause le programme. Enfin, je vais prendre un exemple de con, mais quand moi j'ai un bloc de pivot, bah, ça me fait pas forcément marrer à mort de faire du submax pendant je sais pas combien de semaines. Par contre, je comprends absolument la logique de le faire et que si je ne le fais pas, bah, je vais m'effondrer physiquement petit à petit. Et que là, ça sera contre-productif. Et après, là, pour le coup, c'est aussi aux athlètes de faire un effort, de Bien comprendre, sûr. de chercher à comprendre Mais, plutôt que juste dire, ah, j'ai envie de faire ça. mais Parce voilà, que merde, t'as une Il y certaine a- maturité. oui, Ouais, on va dire, t'as pas commencé la semaine dernière et pour certains débutants, c'est non, voilà. difficile de le comprendre, surtout qu'il y a quand même des tendances à. En fait, je pense que ça vient tout Oui, simplement parce que de ce qui sort sur Instagram, c'est-à-dire que tu vois des mecs qui font des grosses barres et tu te dis putain, moi j'en suis là, comment est-ce que j'arrive à son niveau rapidement, quoi. c'est ça. la base de l'adhésion, ça reste le progrès. Donc si tu Hmm. fais que des trucs qui te plaisent mais que tu progresses pas, en Tu vas pas y fait adhérer l'adhésion longtemps, hein. elle va se casser la gueule. Ça m'est déjà Hmm. arrivé il y a longtemps, tu vois, d'avoir des athlètes avec qui j'ai pris cette tendance-là en mode ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Là, la prog, elle part dans tous les sens. Ça s'éloigne Hmm. trop de ce qu'a besoin l'athlète pour progresser. L'athlète progresse Ouais, plus. L'athlète, il arrête la force. voilà. Et au final, Bonsoir. Hmm. ça a pas fonctionné. Alors que si on avait gardé un peu plus de, on peut faire des compromis, mais à garder un peu plus de rigidité et être en étant cohérent Hmm. pour progresser, ben il y a des athlètes qui potentiellement continueraient le sport parce que bah, le but, ça reste de soulever quand même de plus en plus lourd. Enfin, c'est l'essence du sport. Ou alors Hmm. tu t'es perdu et il faut aller faire du crossfit ou de l'aérobs Ouais, voilà. au cas échéant, ça renvoie au podcast Rossignol qui est sorti hier ou Hier. avant-hier. Ouais, ouais, c'est ça. Et il y a un autre point, moi, qui est important d'aborder, je pense, c'est pour les débutants. C'est tout ce qui est hygiène de vie dans les grands, enfin, en général. Je pense que, enfin, pour des gonzes, pas forcément des vrais débutants, mais des jeunes, souvent, enfin, des trucs de base, nutrition, sommeil, activité physique, en général. Ne pas se coucher à 2 heures du matin quand en général d'ailleurs, mais surtout quand t'as des Mais, entraînements le lendemain. Tu vois, des trucs très très basiques, en fait, ça tu te rends compte que c'est pas forcément évident pour tout le monde
Et Mm. les mecs, ils sont super jeunes, mais ils mangent comme des merdes. Et du coup, derrière, ça peut pas suivre. Et c'est logique. Donc ça, c'est un élément qui sort un peu de la programmation force athlétique, mais c'est la base en fait. C'est vraiment les basiques qu'il faut suivre et c'est important de les inculquer. Bah, pour rebondir sur ce que tu dis là, c'est parce que quand tu es débutant, tu as tendance à vouloir en faire le plus possible, le plus rapidement Ouais. possible pour avoir le max de résultats tout de suite. Et c'est déjà apprendre à comment rentabiliser au maximum tes séances avec la base que tu dois mettre en place, comme tu le dis, sur les à côté, et l'intention aussi que tu dois mettre en place dans ton entraînement. Parce que quand tu débutes et que tu viens pas d'un autre sport qui est difficile, tu sais pas ce que c'est Mhm. que de t'entraîner, tu sais pas C'est ce que ça. c'est que de t'entraîner dur. Alors nous, en l'occurrence, enfin, je crois qu'Adrien, toi, tu faisais du basket avant. Je sais pas si Ouais. il y avait cette culture de s'entraîner dur au niveau où tu as fait du basket et si tu as eu tout de suite cette culture-là. Mais enfin, moi, je sais que enfin, Théo, il l'a eu avec le rugby. Moi, je l'ai eu avec la boxe. Parce que clairement, enfin, concrètement, moi, je me souviens à la boxe, on faisait des rounds de sac. J'avais un entraîneur, il était à moitié siphonné du cerveau. Si on ralentissait ou qu'on avait le malheur de causer avec le collègue à côté pendant le sac, on se faisait traiter de PD, en fait. Bah ouais. Il nous C'est dit, bon ça. c'était ça. Ouais, enfin, Non Ouais. mais à un moment On va avoir donné, les associations sur le dos, ça y est, c'est fini. non, ça serait catégorisé non tout de suite mais de nos jours, mais non mais c'est parce pour que bon lier et le sans concept. parler de la connotation que ça peut avoir, c'est-à-dire que à un moment et ça avec le coaching en ligne, je pense que on s'est un peu perdu. Ouais, En tout cas pour la population générale, on va dire, c'est que ton coach, c'est pas forcément enfin, c'est même pas ton pote. C'est-à-dire que Ouais. le mec, il est là pour te faire avancer. Et dans n'importe quelle discipline, un coach, il va te pousser, en fait. Il va te pousser pour que tu progresses. Et il va être Mhm. directif. Et des fois, moi, j'ai l'impression qu'en force, dans le monde du powerlifting, en tout cas en France, j'ai l'impression que c'est limite le coach qui va prendre soin de toi. Et donc, dans un sens, oui, mais qui prend soin de toi, mais pour que tu arrives à tes objectifs, en fait. Ouais. Et moi, ça me pose aucun problème qu'il y ait un mec, enfin tu vois, c'est un coach, il me dit là tu fais de la merde, peu importe la façon dont il dit, je vais essayer de comprendre pourquoi je fais de la merde et je vais essayer de rectifier parce que l'objectif il est important pour moi. Voilà, donc ça me Oui. choque pas. Et pour répondre à ta question, moi au basket en fait moi dans ma famille personne fait de sport, ok, donc quand j'ai fait du basket parce qu'à l'époque la mode c'était Michael Jordan. Et j'aimais bien le basket, quoi, en fait. Quand je regardais à la télé, je trouvais ça cool. Mais j'avais C'est pas là que du tu vois tout que le cette mec il est vieux culture. quand même. Et, ouais. Et j'avais pas du tout cette culture de l'effort en quelque part. J'avais Mhm. pas ça. Et du coup, quand je faisais du basket, justement, j'étais à la ramasse parce que enfin, pour moi, j'étais aux entraînements, mais je mettais pas l'intensité qu'il fallait. Et quand j'ai commencé la force, en fait, j'ai eu une longue période où j'ai pas eu de sport du tout. Et quand je suis tombé, en fait, au début, moi, je voulais juste faire de la muscu et prendre du muscle. Et quand j'ai commencé à découvrir la force, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis une tentouse, quoi. Je fais pas ce qu'il faut, en fait. Tu sais, j'allais à la salle et je poussais les machines comme ça. Tu sais, je dis, putain, je progresse pas, je comprends pas. Mais pour moi, personne n'avait expliqué, en fait. Et c'est en Mhm. allant justement sur des sites américains où c'est cette culture-là, en fait, qui m'a débloqué, les progressions que j'ai pu avoir derrière. Mais ouais, donc effectivement, c'est super important de comprendre qu'il faut de l'intention et il faut avoir envie en fait. Il faut avoir Mhm. envie d'avancer et comprendre ce que ça veut dire. Faut avoir envie envie de bien exécuter ce qu'on te donne à faire Mm. et foi en ce que tu fais. Flo, je sais que tu l'écoutes aussi quasiment tous les jours, mais Clément Marcoux, donc Adrien, tu connais peut-être pas, c'est un coach de MMA et Mm. préparateur physique, mais qui a un niveau assez poussé, c'est un mec de l'INSEP, etc., quoi, qui dit toujours que les plus grosses transformations physiques qu'il a dans ses athlètes, c'est des mecs qui n'ont jamais rien remis en question. Ils ont toujours appliqué le programme à la virgule près. Et en fait, si tu ne fais pas ça, bah je dis pas que tout programme est destiné ou est voué matériellement à te faire progresser, il y a des ajustements à faire, etc. Mais si tu ne fais pas ça, dans tous les cas, tu ne sais pas ce qui va en ressortir, quoi. Mm. Tu ne sais pas jusqu'où les résultats vont aller. Et au-delà de tous les ajustements qu'on peut faire quand on récupère quelqu'un en coaching et prendre en compte et chercher cycle de référence, etc., etc., je pense que c'est un peu aussi, surtout, en fait, la responsabilité de l'athlète de se sortir les doigts. Déjà. Ah bah oui.
Et, Et il y a un truc il faut vraiment le prendre en compte, quoi. et pour boucler la Ben, boucle, c'est avant, la responsabilité de l'athlète de sortir les doigts. Et s'il le fait pas, c'est de la responsabilité du coach de lui dire. Après, en fonction du Oui, coach, tu t'amènes la forme comme tu veux. Donc, oui, il faut le dire en fait. Il faut le dire. oui, de toute façon, avant de modifier quoi que ce soit sur une programmation, le checkpoint numéro un, c'est les facteurs externes et l'intention que le mec et l'engagement que le mec met ouais, dans ses entraînements. Parce que c'est ça qui a le ouais, plus d'influence ouais, sur ouais. les résultats. Donc c'est le checkpoint numéro un à avoir. Justement, si je peux me permettre de donner une anecdote là-dessus, j'ai pas besoin de masquer la personne que c'est, puisqu'il parle pas français, donc on n'a pas besoin voilà, vous savez de qui il s'agit aussi. Mais j'ai récupéré il y a un an un athlète en Autriche qui a pas un potentiel, il a pas un potentiel spécialement important, quoi. Mais j'étais 200% certain de le faire exploser. Parce qu'il n'était pas spécialement bien coaché jusque-là. Et que, bah, pour moi, rien qu'en réglant, qu'en enlevant le trop de volume qu'il avait et en lui mettant des exercices d'assistance pour qu'il ait un peu plus de masse musculaire et qu'il puisse exprimer un peu mieux sa force sur certains mouvements, bah, ça devrait aller. Et en fait, ça fait un an que je le coach et que le gars, il régresse. Et il y a un moment où c'était pas de la régression encore, c'était de la stagnation. Et je comprenais pas pourquoi des blocs qui étaient censés être faciles devenaient difficiles. Pourtant, bah, j'avais regardé la logique de son programme au départ. Et ce qui m'allait pas, parce qu'il y en avait quand même une. Ce qui m'allait pas, j'avais changé. Et puis j'avais bien réfléchi et j'y avais posé des questions sur son rythme de vie, etc. Et en fait, au bout de 8 10 mois de stagnation, bah, il m'a avoué qu'il était descendu d'une KT, sans me le dire. Voilà, donc en fait, je me suis pété le cerveau comme j'ai pu pour trouver ce que je pensais être un bon cycle, etc. Mais en fait, ça marchait pas parce que le gars, il était tombé d'une KT. Enfin, c'est énorme. Donc effectivement, Flo, il a raison. Avant même de checker l'intérêt et le contenu de la programmation, est-ce que vous êtes certain que le mec, ou est-ce que vous êtes certain que vous faites ce qu'il faut? Bah, c'est déjà le principal. Et du coup, là, pour reprendre le cas du débutant, c'est apprendre ces bases-là. Et je dirais, sans non plus tomber dans un extrême à se matrixer, à penser que toutes les variables doivent être parfaites, parce que ça aussi, c'est Ouais, le combo parfait ouais, pour te dégoûter, en pour rien fait. branler. Tu maximises tout ce que tu peux, tu vois que les progrès, ils sont pas non plus, tu fais pas des plus 200, et là, t'es dégoûté parce que ta vie, c'est devenu de la merde et que t'es pas champion du monde en un an, quoi. Enfin, c'est la recette parfaite Ouais, pour qu'un exactement. mec Ouais, arrête très vite le sport et justement ne prenne pas goût au sport, quoi. exactement. Et ça, en dehors de ce que tu viens de dire, il y a aussi un truc, c'est que tu as pas mal de ces athlètes, on va dire jusqu'à intermédiaire, qui vont se matrixer le cerveau et se dire qu'ils vont faire une semaine de merde ou une séance de merde parce qu'ils n'ont pas des bonnes conditions. Et c'est là justement que tout l'édifice se casse la gueule aussi, potentiellement. Parce qu'ils vont se persuader que ça marche pas, etc., etc., parce que justement, tout n'est pas parfait, qu'ils ont une petite douleur, une petite tension, et c'est là que le mal apparaît. Et ouais, C'est aussi la faute d'Instagram de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on montre mm, toujours des bons super forts s'entraîner dans des très bonnes ouais. conditions. À Sauf que l'époque, tu les connais pas leurs conditions. voilà, c'est ça. Mais après, tu vois les conditions matérielles. Mm, Tu vois, c'est des oui, mecs. Mais effectivement, comme tu dis, c'est qu'une partie de l'iceberg, quoi. mm, Donc, tu peux pas savoir exactement. Mais en général, les gonzes qui progressent, c'est les gonzes qui trouvent des solutions, qui se donnent les moyens de trouver des solutions mm, et qui se plaignent pas en général. Je trouve que, enfin moi, les ouais, meilleurs athlètes que j'ai eus, c'est des gonzes qui, comme tu sais ce que je sais plus si c'est toi ou Flo qui le disait du coup, mais en gros les mecs qui se plaignent pas et qui suivent ce que tu dis en fait, c'est tout tout ce que tu simplement. dis. Mm, Ouais. Et en plus même si ce que tu as fait au départ, parce que ben à un moment donné quand tu récupères un athlète, t'as forcément des trucs, tu vas pas trouver la recette tout de suite forcément, mais du non, coup c'est un truc de fou parce que des fois tu te rends compte que le mec ça marche pas parce qu'en fait il fait pas exactement ce que tu lui dis. Et moi ça c'est le truc oui. qui vraiment me casse vraiment les couilles quand je Ah, me moi rends aussi, ça compte me qu'il y a un saoule. gars Mm, depuis 6 mois il se plaint parce que ça marche pas. Et en fait tu te rends compte que mm. eh ben il fait pas ce que tu lui dis. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment j'adapte? Que peut-on faire? Tu sais plus, voilà exactement. Tu sais plus comment faire. Et c'est un aparté, mais c'est pareil pour la diète en fait. Les mecs
Les mecs Oui, que tu suis, tu leur fais un plan où tu as besoin de quand même une certaine précision pour progresser. Et en fait, ça marche pas, mais tu te rends compte que le gars, il fait pas ce que tu lui dis et il mange n'importe comment. C'est le même principe. ouais, Mais en ce exactement. sens-là, quand t'as des athlètes qui ont même des fois un peu un rapport mystique avec ça, en mode mon coach c'est un sorcier, tu vois, et qui vont avoir une Ouais. foi aveugle dans ce que tu programmes, et ça fait limite un effet placebo, tu vois, dans leur Mm. tête. Et ces mecs-là, c'est ceux qui sont Oui, susceptibles de mieux progresser parce qu'ils sont persuadés que t'as une compétence, Magique. t'as un truc, tu vois, t'as une compétence magique, mm, et ils sont convaincus de ton aptitude à les faire progresser, et ils vont progresser plus que si il n'avait pas cette espèce de foi mystique. Moi, j'ai une anecdote avec ça. Quand la première fois où j'avais beaucoup moins de connaissances qu'aujourd'hui, mais la première fois où j'ai été coaché par Wilson, j'étais persuadé que c'était un sorcier. Du coup, ouais, je suivais religieusement ce qu'il me programmait. Et une fois, il s'était planté sur la prog. C'est-à-dire qu'en semaine 2 de mon bloc, j'avais un deadlift à 240 et la semaine d'après, ça devait être 245, je pense, normalement, si on avait suivi les pourcentages. Et là, en semaine 3, je me retrouve à devoir tirer 257,5, tu vois. Donc, avec du recul, je sais qu'il y avait une couille dans le potager, comme on pourrait dire. Mais j'avais tellement une confiance aveugle dans ce qui me programmait que je suis allé pour tirer les 257,5 et que ce jour-là, je les ai tirés. Alors que la semaine d'avant, mon ouais, ouais. 240, il avait pas super bien bougé. Et si j'avais beaucoup réfléchi à putain, est-ce que c'est vraiment ça que mon coach, est-ce qu'il n'y a pas une erreur sur la prog et tout, j'aurais pas réussi ce jour-là, tu vois, j'en suis sûr. J'avais Je me tellement de confiance souviens, avec je dans me ce qui était souviens. programmé Mm. que je les ai tirés et que j'étais le premier à en être choqué. Je m'en souviens encore. Et Ouais, moi aussi. ça fait ça fait une différence. Mm. Donc, s'il y a des Complètement. débutants qui nous écoutent, essayez de prendre un mec en coaching dans qui vous pouvez avoir en fait Ouais. une confiance aveugle parce que vous êtes convaincu Puis en de son fait, travail. Parce que ça, au-delà de l'aspect purement mental que tu décris là, en fait, en le suivant religieusement comme ça, le programme, et en y mettant toute l'âme et toute la foi que tu peux avoir, ben, le bruit extérieur au programme que tu peux avoir si jamais tu es un peu à moitié investi dedans, ben, en fait, tu vas l'éliminer. Et de fait, factuellement, tu vas donner au coach la possibilité de mieux analyser ce que tu fais parce que il aura un matériau vraiment brut à analyser si tu as suivi à la lettre ce qu'il a prescrit. est-ce que vous avez encore d'autres Ça, points de je regarde réflexion le à... conducteur que je m'étais fait, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Euh, non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Non, je pense qu'on a fait le. Si on peut synthétiser peut-être un coup sur peu importe le niveau de l'athlète ou son stade d'avancement dans la pratique ou le fait qu'il ait été coaché ou pas, euh, il y a vraiment une part de, moi je dirais une part d'instinct perso. Quand je récupère un athlète, je vois le mec bouger sur les trois mouvements et je me dis, putain, c'est ça va pas. Il y a vraiment enfin, l'instinct, il va avec l'analyse, quoi. Tu sais, tu vois mécaniquement ce qui pêche, et tu te dis, tiens, je pense que si je programme ça, il peut y avoir un intérêt quasi immédiat. On a perdu Florent, je crois, non? Oh non, il est Ouais. là. Il C'est peut y bon, je avoir un reviens. intérêt quasi immédiat. Et ça, moi, à chaque fois où je me suis fié à cette forme d'instinct, à me dire, putain, admettons, sur le deadlift, il arrive pas à fixer parce que il manque cruellement de chaîne post si je programme du RDL sans rien toucher d'autre que ça. Le deadlift va monter. Bah, c'est un exemple con, mais ça marche. Bah, Ou oui, alors, je oui, sais pas, juste le gars il progresse pas au bench, et il a besoin d'être plus stable, et que là tu fais faire du dos, boum, le mec il monte. Et à chaque fois, l'instinct que j'ai eu moi après la première analyse, sur les premiers blocs, sur le début de cycle, ça s'est toujours avéré payant. Ah ouais, je te rejoins. En fait, je pense que c'est une qualité indispensable du coach, en fait. Alors moi, je sais pas si le bon mot, c'est instinct ou intuition, Ouais, c'est mais, ça. mais, Mm. euh, mais en tout cas, ouais, je te rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire que t'as une part de choses qui... Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il faut aller vers un coach en qui t'as confiance, comme on disait tout à l'heure,
et qui te Mm. correspond, c'est parce que cette dose d'intuition, des fois c'est difficile, enfin, des fois tu peux pas forcément l'expliquer, Ouais. Mm. comment dire, C'est ça. mathématiquement. Et, Ouais. et, et je pense que les meilleurs coachs, c'est ceux qui ont les meilleures intuitions. Est-ce qu'on a Ouais. récupéré Florent Blanc? Il est de Ouais, retour. j'ai eu un petit bug. Il est vraiment Ok. luisant. J'ai pas pu écouter tout ce que vous disiez, mais je citerai juste Mike Teixeira qui disait gut feeling à propos Ouais, voilà, gut du feeling, bah, coaching. tu vois. Et c'est quelque chose Ouais. que tu peux juste développer avec l'expérience. C'est tout à fait ça. Sinon, Mm. je pense juste à un truc, mais quand je prends un nouvel athlète, enfin un truc auquel je suis attaché quand c'est possible, c'est à ce qu'on prépare pas tout de suite une compétition. Et Oui. justement, on parlait du cycle référence, Mm. d'avoir le temps d'établir un premier cycle, parce que tout ne va pas forcément être marché tout de suite ou parfait, pour en tirer des premières données et en fonction de ça, ensuite se lancer sur une préparation de compétition. Oui. Ça permet Mm. initialement de travailler avec moins de pression et d'éliminer du bruit aussi. Parce qu'il y a des athlètes, quand ils Ouais. préparent une compétition, ils vont avoir tendance à faire de plus mauvais choix pour certains profils que quand il y a une compétition au bout, et tu peux faire une première analyse qui va être un peu moins biaisée que si tu as une compétition, quoi. Tout à fait. Après, Ah, on a... ouais. Bon, de toute façon, pour mettre un truc en place, t'es obligé d'avoir le temps de le faire. Et la pression, elle existe, bah, c'est ce que tu viens de dire. Donc, c'est vraiment côté athlète, mais aussi côté coach, c'est-à-dire que ben, t'as le temps de faire, enfin, c'est peut-être exagéré ce que je veux dire, mais t'as le temps de faire une erreur. Et c'est toujours intéressant d'avoir un peu de marge de manœuvre. T'auras toujours des meilleurs résultats si t'as plus de temps. Enfin, voilà. Après, faut pas non plus tomber dans le piège de. Moi, c'est une erreur que j'ai fait au départ. Je pense qu'il faut motiver les athlètes à aller en compétition et ne pas les laisser dans un cycle sans fin de développement. C'est bien d'avoir une échéance. Personnellement, une fois qu'on a établi le premier cycle ensemble, là, je dis à l'athlète, bon, bah là, maintenant, il faut qu'on se trouve une compétition, Ouais, parce que ouais. bah, t'es là pour ça, quoi, et on y va, quoi. C'est moi qui vous avais perdu cette fois. Putain, Théo, il s'est dédoublé, il s'est cloné, mec, c'est un Ah. reptilien. Incroyable. C'est un ange déchu. C'est moi. Ah putain. Le diable. Ouais. Est-ce qu'on a Putain, fait on le a tour? l'apéro, je suis dans un jacuzzi là, je sais pas, une luminosité bizarre. Dans un club de nuit. Ah, Bref, oui, je pense qu'on J'en a peux fait. plus. on dirait que t'es dans une sex room, Adrien. Ouais, Voilà, là, je voilà, vais ça aller y chercher un est. peu, je vais aller chercher le tube de C'est lube juste bon. après là, C'est ça va me faire bon, ça plaisir. y est. Bon, Fallait vas-y, que ça on va. dérape. Je On pense que là, arrête. Est-ce que il aurait pas été l'occasion de faire un retour quand même sur la compète de Jean-Michel Plâtre d'il y a 2 semaines, quand même. Ah bah si vous voulez, Ah ça ouais, clôturera le. Ouais. je peux faire un retour. Que dire? Ben, j'ai fait une préparation sans me tendre les couilles, comme dirait l'autre, comme dirait Déjà, je Florent. pense que le terme de préparation, il est excessif, je Ouais, pense. ouais. Bah, en fait, j'avais des facteurs extérieurs qui faisaient que j'avais quand même un... Comment dire? J'avais quand même une dose de stress générale, on va dire, en dehors de l'entraînement assez élevée. Et en fait, je me suis retrouvé alors, à faire... avec Flo, en fait, on est parti sur un schéma ultra minimaliste en termes de programmation. Et en fait, sur les 3 séances que j'avais, donc une séance de renfo, je me suis retrouvé à en faire. Sur les 5 ou 6 dernières semaines, je pense que j'ai fait une séance par semaine, en fait, Mhm. jusqu'à la compétition. Et en fait, finalement, le résultat, il est pas mauvais. Ouais, c'est clair. Vu mon historique, quoi. Après, voilà, il est relativement bon. Niveau squat, je pense que enfin, j'avais de la marge. J'avais de la marge. Le bench, j'ai eu une épaule en mousse pendant un certain temps. Il va Mais t'avais quand même de falloir la travailler marge. ça. J'avais aussi de la marge, ouais, ouais. Mais Mm. en fait, j'allais sur cette compétition. Mon but, c'était pas de me défoncer la gueule, c'était juste de faire les minima France.
Donc, mission accomplie, on va dire. Et le deadlift, j'avais quand même de grosses douleurs au dos pendant. Enfin, juste après enfin, ça a commencé à l'échauffement en deadlift. J'avais de grosses douleurs au dos. J'aurais peut-être pu tirer un peu plus, mais bon, on s'en bat les couilles. Enfin, moi, je m'en fous. Enfin, je suis super content de la compétition. Et Mhm. maintenant, bah, c'est intéressant d'un point de vue programmation parce que avec une approche ultra minimaliste et en plus une application dérisoire, on va pas se mentir. Honnêtement, voilà, pour le coup, j'ai su vraiment aller tranquille. Bah, ça donne plutôt des bons résultats. Et donc là, je me dis que pour les championnats de France, si je me tends un tout petit peu plus les couilles, ça peut donner un résultat. Bah, on peut amener une progression, quoi. Voilà. Ah oui, c'est Moi, je sais pas ce sûr, que t'en c'est penses, sûr. toi. Je vais rebondir justement là-dessus parce que ça va faire le pont avec des points qu'on a abordés dans le podcast. Mais je me souviens qu'après la compétition, tu m'as tu m'as évoqué quelques axes de réflexion qui pourraient être pertinents pour la programmation. Et je sais pas si tu te souviens, mais je t'ai dit, en fait, là, vu le peu d'implication que tu as eu, enfin, tu t'es vraiment pas tendu les couilles. Et le résultat, pour le peu que tu t'es tendu les couilles, il a été Ouais, plus ouais. que positif parce qu'au final, tu étais limite dans une meilleure forme que quand tu as préparé l'année dernière les France Masters avec de l'implication. Ben, Et en par fait, c'est rapport pas à ça, compliqué. Si j'avais, en fait, j'avais pas le total des France Masters en tête, mais si je l'avais eu, on l'aurait battu. Parce que j'ai pas cherché de chiffres particuliers, en fait, en donnant les Oui, tickets. Mais si j'avais su, on l'aurait battu, quoi. mais oui. Oui. Bah, après, je pense qu'on l'a battu. Non, on l'a égalisé. Ah, elle a honnêtement, je égalisé. sais même plus ce que j'ai Ouais. fait aux France. Tu vois, Non, je suis c'était pas pareil, trop. t'as fait pareil. Ok. Mais ouais, j'ai fait pareil je crois que j'avais fait 162 au bench. Bon, Oui. bref, j'avais moins 10 kilos au bench, mais j'ai fait 5 kilos en plus sur le squat et 5 kilos en plus sur le terre. Un Mm. truc comme ça. Mais ouais. Ouais, mais alors, oui, effectivement, mais c'est là où c'est l'intérêt. Ça rejoint un peu la conversation qu'on avait avant, c'est-à-dire, c'est toi qui me coach, Flo. Moi, j'ai des idées. Et là, pour le coup, on en avait parlé avec Théo. On avait des idées qui se rejoignaient, tu vois. Ouais. Donc, je t'en ai parlé. Et du coup, t'as amené tes arguments. Je vais pas discuter, tu vois. Parce que, Mm. enfin, j'ai pas à discuter en fait. Si je te paye parce que je te paye pour la programmation, je vais pas chercher à tergiverser vu que je te fais confiance, tu vois. Et j'ai aucun problème avec ça. Et en plus, je pense que sur le fond, t'as raison. Donc voilà. Mais Oui, enfin, après, c'est ça. Bon, après, moi, je suis un. Vas-y, vas-y. je t'ai pas dit non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, je t'ai apporté Oui, bah évidemment, des mais on se arguments. connaît aussi, On mais discute, bien sûr. quoi, on Et discute. donc, c'était quoi la Hmm. réflexion? Bah, Bah, en fait, on a commencé à mettre des choses en place, une approche relativement minimaliste et très simpliste. Et pour moi, il a eu des résultats qui étaient mais limite au-delà de ce qu'il aurait dû avoir avec le peu d'implication Oui. qu'il a mis. Parce qu'il y a des semaines où il s'est entraîné une fois par semaine, quoi. Une fois par semaine. Mm. Et il fait un meilleur squat qu'au France Master avec une putain de marge. Il fait un meilleur Oui. deadlift. Alors que le bloc qu'il a eu sur le deadlift, il a été il était dégueulasse. absolument Ouais. Mm. bancal. Donc je sais que cette approche-là, on arrive à la répliquer avec juste un peu plus de régularité, de fréquence et qu'il arrive à pas être explosé par ces facteurs externes. Mais je pense qu'il y a Ouais. moyen d'avoir des De péter résultats le truc, très, quoi. très, Mm. très sérieux. Et mon idée, c'était d'aller vraiment au bout de ça avant de changer le moindre paramètre, Ouais. le moindre Mm. paramètre, tu vois. Après, moi, le truc que j'avais trouvé intéressant dans tout ça, c'est que, Adrien, corrige-moi si j'ai une connerie, mais je me souviens, je pense me souvenir, c'est que ça, c'était donc le dernier bloc avant la compète. Enfin, c'était le bloc de la compète, mais que le bloc juste avant, t'avais tapé des grosses séries en volume. Et qu'au En fait, final, il y avait quand même une grosse base qui était là, quoi. j'ai des grosses séries en volume. Enfin, sur la prog qu'on a, j'avais une single et Hmm. derrière entre 2 et 3 séries entre 6 et 10 répétitions sur tous les mouvements Ouais. de comp. Donc, parce que je progresse bien sur du volume, j'aime bien ça et donc ça faisait sens. Mais oui, j'avais tapé des gros volumes. J'avais fait. Alors le bench non parce que j'avais une épaule en carton et là ça va mieux. Mais bon, bref. Sur le bench, sur le squat, j'avais fait 215 x 10 Ouais, c'est énorme. et j'ai fait 220 x 10 en deadlift et Ouais. j'avais peut-être une rep ou deux.
en réserve, tu vois. Pas sur le squat, mais sur le deadlift. Voilà. Et voilà. Et ouais, mais j'ai toujours été bon en Mm. série après. Donc, Mais même, voilà. même sur, entre guillemets, le picking, pour ce que ça veut dire, on a conservé Oui, oui, ce, oui, oui, Ouais. on a tout conservé. on a pas changé beaucoup enfin, on n'a changé aucun paramètre même. On a juste Mhm. intensifié un petit peu les singles qui étaient déjà présentes sur un RPE statique pour que tu sois prêt à soulever des charges plus C'est ça. lourdes. Et vu le contexte catastrophique de préparation, le résultat, il est excellent. C'est là où tu peux te dire qu'avec un bon contexte et plus d'implication, Mm. de ça, Euh, on peut tirer énormément plus de, de Ah ça, oui. en fait, tout simplement. ouais. Exactement. Mm. Donc, Voilà. Ouais. Non, ça, c'était intéressant parce qu'il était dans les cheveux quand je l'ai rejoint à la compétition. Il m'a dit, ouais, je sais pas trop ce que je vais foutre. Je sais pas trop ce que ça va donner compte tenu du faible taux d'entraînement que j'ai eu, quoi. Mais au final, c'était intéressant de voir que la marge était vraiment présente et que la forme était là et qu'il était frais. Même au deadlift où il avait des douleurs de dos, etc. Bah, finalement, c'est intéressant de voir qu'on se désentraîne pas aussi vite, quoi. bah, Dans pour le certains coup, cas. pour le coup, je me rappelle au France Master, je me rappelle être arrivé sur le deadlift, j'étais cuit, je me sentais fatigué, tu Mm. vois. J'avais pas de douleur, mais je sentais que j'avais plus de jus. Et là, en fait, Ouais, j'avais de la douleur, mais j'avais du jus. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même un bon signe, ouais, quoi. Voilà. Et après, il y a un truc qui est bah oui. intéressant qu'on a fait, Flo, sur la fin, c'est-à-dire que la dernière semaine de picking, entre guillemets, elle était tellement dégueulasse, on n'a pas fait un taper dans les règles de l'art, on a fait plutôt une semaine pour me primer sur la compétition. Ça n'a pas fait des modifications énormes, mais on a modifié légèrement la dernière semaine, de façon à ce que je sois juste en forme pour tirer, quoi. Mm. Ouais. Et ça a bien fonctionné, du coup. Oui, oui, ça a bien fonctionné. Ouais. Ça a bien fonctionné. Maintenant, il suffit que je démissionne et je vais pouvoir tirer 300 et puis ça va être terminé. Là, je fais 220 x 10 et je tire pas 300, c'est pas normal. Je suis désolé. Non, c'est infernal. C'est infernal. Bah, ouais, Ça m'était pénible, ouais. Non, bref. ouais. Bref, que Que peut-on peut-on faire? faire? Voilà, que Bonsoir. peut-on faire? Que peut-on faire? Non, mais je vais les Pour tirer, l'instant, que peut-on je vais les faire? tirer les 300. Je vais les tirer les Ah oui, 300, vous allez pas me faire chier, je vais les J'espère bien. défoncer les 300 kilos là. tu vas Ça! les, tu vas les Je vais les squatter aussi, squatter. j'en suis persuadé. J'en suis Oui, Ouais, persuadé. ouais, Même à ton mais aussi, parce ouais. que même j'en à ton vieil âge. suce mon sexe. Voilà, Ton pardon, âge merde, on est avancé. sur un podcast. Bon, et ben, à la fin, voilà, ça conclura le podcast. Allez! À la Allez, salut! question, à la question, que peut-on faire? Je dirais raccrocher l'antenne et aller manger. Voilà, Euh, voilà. donc, Des steaks. je vais conclure le Moi, je vais regarder le bras podcast. de fer. Voilà. Voilà. Je vous remercie pour les auditeurs de nous avoir écoutés ou regardés jusqu'au bout pour ceux qui sont sur YouTube. Je rappelle que le podcast est disponible sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur notre chaîne YouTube, à laquelle je vous invite à vous abonner. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas, même repartager le podcast sur Ouais. les réseaux sociaux. Ça vous coûte pas grand-chose et nous, ça nous aide et ça nous donne de la visibilité, voilà, pour ceux qui veulent nous soutenir. Et, on vous dit rendez-vous dans le prochain épisode, tout simplement. Voilà, c'est l'heure À bientôt. d'aller manger là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.